Et si on vous disait qu'un trajet Paris-Marseille en voiture électrique se faisait aussi rapidement qu'en voiture thermique ? 9 heures avec les pauses. Planifiez votre prochain trajet en téléchargeant gratuitement l'application ChargeMap, disponible sur iOS et Android. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Electrochoc, le podcast d'automobile propre où nous discutons joyeusement de l'actualité de l'automobile électrifiée. On enregistre aujourd'hui le numéro 7 et comme à chaque fois, on commence d'abord par vous remercier une nouvelle fois de tous les retours que vous nous faites, que ce soit sur YouTube, si vous voulez vous régaler les yeux avec nos physiques d'Apollon ou si nos voix suaves vous suffisent sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner, à mettre un like ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous retrouvons notre équipe d'intervenants au grand complet, donc il va pas falloir se marcher sur les pieds. Je vous les présente pour la forme, même si c'est de moins en moins nécessaire. Allez les enfants, on dit coucou à chaque fois qu'on entend son nom. Nicolas Laperruque. Salut. Florent Ferrière. Coucou à chaque fois qu'on entend son nom. Victor Diakov. Flo, il m'a volé ma blague. Jean-Christophe Gignac. Je voulais la faire aussi, coucou, c'est nul. On est vraiment des boulets. Andy David et sa barbe. Coucou, j'ai rien à ajouter. Et on commence sans plus attendre par un premier sujet qui est un débat que va brillamment introduire notre grand responsable de l'actualité, Florent Ferrière. Une grosse autonomie est-elle toujours nécessaire sur une voiture électrique ? Un vaste sujet, n'est-ce pas, mon cher Florent ? Et oui, mon cher Pierre, parce que parmi les nouveaux modèles électriques présentés en 2025, la plupart se distinguent par des grosses autonomies. Donc, par exemple, la DS numéro 8 annonce 750 km, la nouvelle Mercedes C-Lite homologuée avec 791 km, et le futur BMW iX3 promet carrément 800 km d'autonomie. Alors on le sait, le critère de l'autonomie, c'est un critère important pour la vente des véhicules et surtout pour convaincre ceux qui sont un peu réfractaires à passer à l'électrique. Mais est-ce que vraiment une grosse autonomie, c'est utile ? Est-ce que c'est vraiment important ? Alors c'est un débat assez classique autour de la voiture électrique, mais on ne l'avait pas encore abordé ici entre nous. Et si on avait envie de vous en parler en cette rentrée, c'est parce que certains ici sont partis en vacances avec des véhicules électriques qui n'avaient pas vraiment de grandes autonomies. N'est-ce pas, Pierre, par exemple, qui pourrait nous raconter ses vacances ? Ah, carrément, ça me lance directement sur le sujet. Je vais faire bref, parce qu'on me dit souvent que j'ai tendance à parler c'est en Andy forme qui de dit. tunnel, donc je vais essayer de faire rapide. Oui, je suis parti avec ma petite Seat Mii électrique de Strasbourg. Je suis allé jusqu'en Bretagne, 850 km. Et ça s'est très bien passé. Alors, je rappelle juste que l'autonomie WLTP de la Seat Mii, c'est 250 km. Donc, pour faire ces 850 km, écoutez, je l'ai fait en 4 recharges. On peut faire le petit son de pyramide derrière, en 4. Et ça s'est très bien passé, en fait. Alors, c'est sûr que ça prend du temps. C'est facilité par le fait que je suis parti par la nationale. Mais là, c'est plus par goût personnel. Même quand j'avais une thermique, j'aime déteste l'autoroute, et puis pour partir en vacances, je trouve que c'est une philosophie, ça fait partie pour moi du départ en vacances, ça commence par un road trip, et donc bon, j'ai mis quelques heures que j'ai du mal à quantifier, mais je suis arrivé à destination sans trop de problèmes et avec le sourire. Et après, une fois que j'étais sur place, et forcément j'en suis revenu, et ça s'est presque passé parfaitement. Quand j'étais là-bas, je suis allé fanfaronner auprès de la MiJC, où vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de JC, donc la chaîne 9V, donc qu'ils avaient fait il y a pas si longtemps que ça une petite vidéo sur de mémoire, c'était les électriques d'occasion à moins de 13 000 euros, 10 000 euros. Et vous aviez fait un petit road trip avec une e-up sur autoroute, et il y a eu un petit problème de rapid gate, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait comme c'est une batterie refroidie par air, il y a un peu de mal à enchaîner les recharges rapides. J'ai eu zéro problème à l'aller, j'ai roulé de nuit. J'ai eu à la 3e recharge, par contre au retour où il faisait 35 degrés et en plein cagnard, j'ai eu des temps de recharge qui sont un petit peu étirés. Donc c'est là où j'ai atteint un petit peu la limite de ce que je peux demander à ma petite citadine qui, sans surprise, reste quand même une petite citadine, électrique ou pas, et donc a ses propres limites.
Voilà mon petit retour d'expérience. Maintenant, je vais passer la main à l'ami Victor. Est-ce que la taille compte, Victor, du coup ? Il va dire non, forcément. Non, te connaissant, Pierre, non, la taille ne compte pas. C'est le goût, comme dirait Amanda Lear. Allez, ça y est, je l'ai fait. Oh, Putain, citer Amanda Lear. Je suis choqué. Non, je suis plutôt partisan de voyager un peu à la cool. Tout comme toi, je déteste l'autoroute. Enfin, franchement, on s'emmerde à rouler à 130. Le paysage est ultra monotone. Vraiment, c'est chiant. C'est chiant. Donc, moi, je préfère traverser la France par les départementales. La France ou l'étranger, d'ailleurs, par les départementales, voir les nationales. Donc, c'est là où la voiture électrique consomme, on va dire, de manière raisonnable. Et donc, moi, je suis partisan de séquencer mon trajet en 2-3 heures max. Donc, de ce fait, en fait, personnellement, à titre personnel, je m'en fous complètement de l'autonomie. 700, 800, 900, 1000. Enfin, en vrai, oui, ok. Il y a des gens forcément qui vont s'y retrouver. Par exemple, des commerciaux ou les gens qui peut-être font Paris-Bordeaux d'une traite. Ça va les intéresser, mais c'est pas mon cas. Et j'ai réfléchi à la question là. J'ai retourné le truc dans tous les sens. Et pour moi, vraiment la taille. La taille un petit peu idéale, C'est combien on veut savoir. C'est autour des 60 kWh de batterie. Je pense que moi, ce qui m'importe le plus, c'est plutôt le temps de charge et la courbe de charge plutôt qu'une énorme batterie, comme on prend par exemple la Smart Hashtag 5 que j'ai récemment essayé, qui embarque une batterie de 100 kWh. Enfin, c'est gigantesque. La voiture, elle pèse 2,5 tonnes. C'est juste, ça n'a aucun sens. Ok, la voiture, elle prend du 400 kW en DC. Elle charge très, très rapidement. Mais 100 kWh de batterie, c'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est beaucoup trop. Personne n'a besoin de, enfin, c'est pas du tout raisonnable comme produit. Et donc pour moi, le format idéal c'est 60 kWh, une bonne recharge, une bonne courbe de recharge. Voilà, je suis parti en vacances avec un Kona électrique, donc 65 kWh de batterie. Oui, le 2, ouais, la génération actuelle, ouais. Franchement, c'est amplement suffisant. Alors, la courbe de charge est un peu, elle commence à être un peu obsolète. D'autres produits, d'autres voitures font mieux que Hyundai en termes de recharge, mais même là, dans l'état, ça suffit amplement pour voyager. Bon, on passe sur tous les bips, toute la partie un peu énervante que l'on connaît bien chez Hyundai et chez Kia, mais hormis ça se fait très facilement. Je suis allé dans les Alpes, donc Sens, Avoria, Sens, mais aucun problème. Surtout, le voyage en voiture électrique devient plus facile quand t'as des enfants. Et plus t'as d'enfants, plus ça devient facile, parce que plus t'as d'enfants, plus il faut s'arrêter. Il y en a un qui a pas fait pipi à l'arrêt précédent, donc tu dois te réarrêter, etc. Donc à chaque fois, t'en profites pour recharger un petit coup, et franchement, c'est ni vu ni connu. Enfin, à aucun moment on a vu avec le Kona qu'on devait attendre ou quoi. Enfin, voilà. Pour moi, grosse batterie, aucun intérêt dans mon cas personnel, mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent avoir envie d'avoir la plus grosse. Après, c'est peut-être aussi une question on est peut-être des enfants gâtés aussi en France, parce que maintenant on a quand même un réseau de recharge qui est particulièrement dense, où on peut aller de borne d'essai en borne d'essai, même avec la voiture électrique qui a une petite autonomie, ce qui est pas forcément vrai pour d'autres pays. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nicolas ? Alors, moi, sur le principe, je suis comme Victor. Je pense que il y a une taille idéale entre poids de la voiture et, tu vois, performance. C'est 60-70 kilowatts, je pense, tu vois, parce que
On peut toujours mettre une plus grosse, enfin, l'autonomie, c'est juste une question de grosseur de batterie, effectivement. Donc, on peut mettre toujours plus gros, mais ça sera aussi toujours plus lourd. Donc, une plus grosse consommation, enfin, c'est un peu, ça se mord un peu c'est le serpent qui se mord la queue. Et, mais bon, tout dépend aussi effectivement, de où tu vas et comment tu conduis aussi. C'est-à-dire que si t'aimes bien prendre ton temps, prendre les nationales et tout, c'est un peu ce que j'ai fait ce week-end. Je suis parti en MG Seaburster. J'ai pris les petites routes de la côte. Enfin, j'ai pris la route de la côte. Je suis descendu, tu vois. C'était super sympa, c'était cool. Je pensais recharger dans le week-end, j'ai même pas eu besoin parce que j'ai fait quasiment 400 bornes avec sans charger. Mais ça m'arrive aussi d'avoir envie de faire Paris-Marseille en 3 heures, tu vois. Enfin, j'exagère. Ça m'arrive quand je prends l'autoroute, ça me fait vraiment chier de rouler je suis incapable de rouler à 110 et je suis incapable aussi de rouler à 130, tu vois. Donc si tu roules à 150, 160 ou plus, oh là là, en Allemagne évidemment. Ah oui, merci pour cette précision. Jamais en France. Effectivement là, ton autonomie elle va chuter de façon disproportionnelle puisque on sait que la vitesse idéale sur autoroute avec une électrique c'est plus entre 110 et 120, tu vois. Pour espace, tu vois, c'est la vitesse intelligente, on va dire, pour faire le moins d'arrêt. Mais quand tu commences à rouler à 150, 160, effectivement, t'es content d'avoir une plus grosse batterie. Mais, bon, je pense qu'effectivement, pour résumer, le bon débat, en fait, c'est pas la taille de la batterie, c'est plus la vitesse de charge et la courbe de charge aussi, quoi. C'est-à-dire que si je peux faire le plein, si je peux recharger, on va dire, de 20 à 80% en moins de 20 minutes, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, effectivement, il y a un moment donné, tu as la vessie qui va t'alerter avant la batterie, tu vois. Donc il va falloir que tu t'arrêtes de pisser ou boire un coup, manger. Si c'est pas toi, c'est les enfants ou c'est le chien qui a chaud, enfin tu vois. Donc je pense qu'on peut voilà, c'est juste une question de vitesse de charge plus. Moi je préférais acheter une plus petite batterie, par contre qui se recharge plus vite, quoi. D'accord. Voilà. Andy. Je vais aller un peu à contresens. Vas-y. Sur l'autoroute. Voilà. Il en veut dangereux. C'est dangereux, je prends des risques. Si demain un constructeur sortait une voiture qui recharge en 2 minutes mais qui a que 200 km d'autonomie, est-ce qu'on l'achèterait? C'est une vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un bras en mousse et franchement, non, mais voilà, c'est un cas très, très théorique, mais moi je miserais sur je te coupe juste 2 secondes, mais il y a quand même de plus en plus de bornes partout, toi. Et à partir du moment où tu vas avoir encore plus de bornes dans l'avenir, tu vois, un peu partout, bah tu pourras t'arrêter 2 minutes comme tu t'arrêtes aujourd'hui pour faire ton plein. Et encore, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une station maintenant. Ouais, mais Nico, tu vois. Donc je pense qu'avec le tu vois, Nico, on a tous, enfin on est pas quelques-uns, on va rouler avec des voitures un peu sportives thermiques, y compris sur des road trips ou des trucs comme ça, où tu te retrouves avec une McLaren ou je sais pas quoi, et en fait tu t'arrêtes tous les 150 km, c'est infernal. Oui, parce que la bagnole consomme beaucoup trop et les réservoirs sont relativement limités. Non, je pense quand même qu'il y a un seuil minimum. Alors on a tous notre seuil. Je pense que c'est beaucoup psychologique et ça fera beaucoup dans l'acceptabilité par la majorité du véhicule électrique. Je suis en train de pondre un long papier avec des études sociologiques là-dessus. Pierre, tu vas te le prendre dans le museau dans pas longtemps. Et on a tous nos barres psychologiques. Moi, ma barre psychologique, je suis originaire de Metz. J'ai longtemps habité à Paris, donc ça fait 320 km par l'autoroute. Grosso modo, une voiture qui tient les 320 km, pour moi, le pari réussi. Si on fait du 23 kWh à 130, ça nous fait dans les 75 kWh à peu près pour tenir le machin. Finalement, bah voilà, par exemple la plateforme MEB chez Volkswagen qui tient des 77 kWh. On est dans les clous. On a tous nos barres psychologiques, nos contraintes. Je parlais avec le chef de produit du Puma Gen E qui s'appelle Yann Herzog, qui m'a sorti quelque chose d'intriguant. Lui, il me sortait sa barre psychologique pour m'expliquer que bon, le Gen E, il a pas une autonomie record. Il a des bonnes consos, mais il a pas une autonomie record parce qu'il y a une petite batterie. Il disait, moi, je dois faire 400 km et je dis à ma belle-mère, je dois
ok, un arrêt d'un quart d'heure, c'est acceptable au milieu. Donc, je pense qu'il y a un peu ces barrières psychologiques à franchir. Il faudra un peu de mou. Je sais que les puristes du VE vont toujours dire ah ouais mais non, faudrait plus petite batterie qui se charge plus vite. Et puis maintenant, on s'arrête quand on veut, etc. Mais j'ai un peu l'impression que 400 km, c'est un peu 450 WLTP, c'est un peu la barre psychologique où les gens arrêtent d'hésiter et se disent ok c'est gérable. Je pense que vu les batteries et les progrès qu'on est en train de faire, je regardais une étude, j'aime lire les études que personne ne lit, sur les densités des packs énergétiques à la fin de la décennie, qui nous dit qu'on devrait être entre 600 et 800 Wh au kilo vers 2030. Toutes choses égales par ailleurs, hein, demain la Corée du Nord envoie un missile balistique sur le Japon, on passera à autre chose, mais ça, je pense qu'on aura d'autres problèmes que le VE. Oui. Si on suit cette trajectoire-là, assez vite, on aura à peu près l'ensemble, y compris même des citadines polyvalentes, etc., qui seront en mesure de proposer quelque chose autour de 350 km réels. Je sais que j'aime pas l'expression réel parce que ça dépend des conditions de la conduite, etc. Mais je pense que le problème, voilà, il y a une barre psychologique autour de 300-400. Par contre, quand on se parle, tu parlais de la DS8, Florent, etc., quand on se parle de plus de 700 km, je vois pas vraiment l'intérêt, surtout que, bon, voilà, on sait que les recharges se font très majoritairement à la maison, des trajets de plus de 700 km, qui en fait plus de X fois par an? Pas tellement, enfin, assez peu de monde. Donc c'est bien, hein, qui peut le plus peut le moins, mais je pense qu'il y a une espèce, comme on a dit, de courbe qui me paraît assez juste, autour de 70, maximum 80 kWh si vraiment on est un gros rouleur. Au-delà, je pense qu'on est un peu dans, il faut vraiment rassurer à tout prix, quoi. JC, j'ai vu quelques signes de tête qui disaient que t'étais pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit. Toi, t'as eu une expérience récente, justement, on parlait du Ford Puma, où t'as fait un petit road trip, si on peut dire, de Paris jusqu'à Tétère, en Puma, petite batterie par l'autoroute, si je dis pas de bêtises. Ouais, un samedi 2 ou 3 août, je sais plus, qui était journée noire dans les départs. Souffrir. Oui. Moi, je me suis rendu compte que tu disais, Victor, que quand on a des enfants, l'autonomie, on s'en fout, parce qu'on s'arrête souvent, et c'est vrai. Et c'est exactement. Enfants. Si on a envie qu'ils pissent dans la voiture. Et dans les embouteillages, c'est exactement pareil, parce que nous, on a mis 11 heures, dont en gros 10 heures de route, pour faire le trajet qu'on met beaucoup moins de temps d'habitude. Et en fait, là, combien de kilomètres, rappelle-toi? 650. Ouais. Et là, en fait, dans les embouteillages, t'as envie de t'arrêter parce que ça fait 3 heures que t'es dans la bagnole, t'as fait 150 bornes et t'en peux plus, quoi. Donc t'as pas besoin d'autonomie. Et franchement, sincèrement, je pense que les thermiques qui étaient avec nous sur la route ce jour-là, je pense pas qu'ils aient mis beaucoup moins de temps que nous, parce que 11 heures de route, tu t'arrêtes forcément pour bouffer au moins une demi-heure, 1 heure. Nous, on a chargé 4 fois, en gros, on a chargé 1 heure en tout. Enfin bref. Mais il y a un truc que je voulais dire. Alors, je suis d'accord avec vous, on n'a pas besoin de beaucoup d'autonomie. 2 heures sur la route, ça suffit. Mais là, c'est sur les longs trajets. Mais il y a aussi plein de gens qui vont passer à l'électrique sans pouvoir recharger chez eux. Et là, je pense que l'autonomie, ça commence à devenir intéressant, parce que aller recharger, quand même, c'est pas comme un plein, hein. Quand tu peux pas charger chez toi, c'est quand même un peu relou parfois. Faut que tu arrives à trouver un rythme de vie par rapport à ta voiture électrique, avoir les points de recharge où tu vas souvent, etc. Et c'est vrai que quand même que si t'as une voiture qui a de l'autonomie et en plus qui charge vite, ça t'enlève quand même un poids dans ta vie de tous les jours si tu peux pas charger chez toi. Et vu que on est en train de pousser la voiture électrique aux entreprises, à envoyer des voitures électriques aux gens qui n'en ont pas forcément envie, etc. Je pense que l'autonomie, c'est quand même c'est quand même important. Pour ces gens-là, en tout cas. En tout cas, les réfractaires qui peuvent pas charger chez eux et qui vont être dépendants des bornes extérieures, si tu fais ton plein une fois et que ça dure 2 semaines, t'es content, quoi. Enfin, si tu fais ta recharge. Il y a un truc qu'on n'aurait pas parlé aussi, c'est quand même, au-delà de l'autonomie, c'est la batterie. Et plus la batterie est grosse, plus elle pollue, quand même. Le bilan carbone des voitures à grosse batterie, il est beaucoup moins bon que les petites batteries. Donc, ceux qui ont un peu une conscience écologique, on cherchera des batteries plus petites. Et puis ça coûte plus cher, les grosses batteries aussi. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'efficience aussi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des voitures aujourd'hui qui ont des batteries de 60 kWh qui consomment rien sur autoroute, parce que c'est quand même sur l'autoroute qu'on vide le plus vite la batterie.
Alors Par que t'as des exemple, voitures qui ont des batteries de 80 kWh et qui ont pas plus d'autonomie, quoi. T'as des exemples à donner? Bah, une petite Tesla Model 3, c'est toujours la reine, mais une Tesla Model 3 en 60 kWh sur l'autoroute, c'est la reine, hein. Ça consomme rien, ça charge quand même assez vite en petite batterie, ça charge en 25 minutes. Franchement, c'est difficile de faire mieux, ça consomme genre 16 kWh sur l'autoroute au 100. C'est quand même pas mal. Après, moi, je trouve que sur l'autoroute, ça change pas grand chose. Des fois, on passe de 60 à 75, etc. Ça repousse juste la recharge d'une borne. Enfin, bon, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur, mais c'est vrai que quand tu voyages, moi, je trouve que les arrêts, c'est plutôt cool. Il faut juste que ça s'éternise pas au-delà de 30 minutes, parce que sinon, c'est un enfer. Même au-delà de 25, je trouve. Mais il y a plein de gens qui se font des flips. Moi, franchement, même avec une Inster, etc., même avec une Renault 5, je trouve que les longs trajets, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire. Mais il y a aussi un truc quand même, je trouve, c'est que avoir de l'autonomie, c'est pas pour, encore une fois, c'est pas pour les longs trajets, mais des fois, ça te libère un peu plus l'esprit quand même. Quand t'arrives à destination, par exemple en vacances, t'as pas vraiment beaucoup de moyens pour recharger, bah si t'as un peu plus d'autonomie, c'est quand même cool. T'es en vacances, t'es détendu. Voilà. Faut arriver à trouver des voitures avec des petites batteries, des super consos, et comme ça, t'as à la fois une voiture propre, qui te libère un peu l'esprit, et voilà, quoi. C'est mon avis. Mais 800 km d'autonomie avec une batterie de 100 kWh, c'est un non-sens, à mon avis. Il y a quand même il faut qu'on prenne juste un tout petit peu de recul et se dire, il y a comme une grosse différence par rapport à il y a quelques années où l'autonomie, c'était le gros sujet parce que c'était la seule façon d'arriver à faire fonctionner une voiture électrique. Aujourd'hui, la grosse autonomie, ça sera juste une question de confort. Exactement. On peut arriver à se débrouiller avec une voiture électrique à petite autonomie. Alors en faisant forcément en prenant plus de temps, en s'arrêtant plus souvent, mais on peut le faire. Alors qu'il y a, je sais pas, même 3 ans, 4 ans, avec un réseau de charge qui était bien moindre qu'aujourd'hui, c'était juste pas possible. Il y a des moments où on pouvait pas aller d'une borne à l'autre avec les voitures qui ont le moins d'autonomie. Donc, il y a quand même une progression qui s'est faite à ce niveau-là, où on est passé de impossible à inconfortable dans la vie quotidienne avec une voiture électrique à petite batterie, et je pense que c'est quand même intéressant. Enfin, je pense, parce que je viens de le dire. Non, mais de toute façon, si tu peux recharger chez toi, même tu vois, toi, t'as Seat-Mi, à partir du moment où tu peux recharger chez toi tous les soirs, l'autonomie n'est pas un problème, jamais. C'est vraiment, à partir du moment où tu t'aventures un peu plus loin, où t'es plus chez toi, t'as plus tes bornes, des fois les bornes marchent pas, enfin, en ville, c'est toujours un peu compliqué, où là, des fois, tu te dis, j'ai une petite batterie, c'est un peu relou, faut que j'y pense un peu plus souvent, quoi. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça n'a aucun intérêt, une grosse batterie, quand tu peux recharger à la maison. Ta voiture, elle est à 100% tous les soirs. Enfin, tous les matins. Est-ce que le tu fais seul pas 300 intérêt, bornes par jour, quoi. Ouais. Est-ce que le seul intérêt, c'est pas finalement juste pour les constructeurs d'essayer de convaincre ceux qui sont pas encore passés à l'électrique, toi? En fait, c'est pour ça qu'ils font des grosses batteries. Au final, c'est pas pour convaincre les 90% de gens qui se disent est-ce que ça changera après, tu vois, si l'électrique, on va dire, fait adhérer plus de gens. Mais je pense que c'est peut-être un passage obligé. Voilà, la dernière impulsion. C'est peut-être un passage obligé là, parce que nous-mêmes, je pense que tous les jours, on entend encore des gens qui disent ouais, mais bon, tu fais combien de bornes avec ta voiture, tu vois. Enfin, ça, c'est un peu le truc numéro 1, toi. Bon, ça avec le prix, mais le prix, c'est de moins en moins vrai, donc je pense que c'est un passage obligé, et qu'après, une fois que, j'ai envie de te dire, dans un monde électrifié où il y aurait des bornes dans chaque village de 300 kW, et on aurait tous une électrique, je pense que la taille des batteries irait vraisemblablement en se réduisant, quoi. Je te rejoins, Nico, et je vous conseille une excellente chaîne YouTube, la chaîne V, avec qui nous avons récemment fait un petit challenge. N'est-ce pas? J'ai cru que vous alliez jamais en parler, alors pourtant c'est bien dans la thématique. Ben bien sûr. On a fait un challenge. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, déjà, honte à vous. La honte, voilà. Ils sont plusieurs millions. Quoi? Oui, ils sont majoritaires. Ouais. Bon, bah en tout cas, on a pris attention, la checklist, une Ioniq 5N. Bingo. Ah, yes. Ioniq 5N et un Inster, et on a fait une sorte de course poursuite, enfin voilà, dans les règles
dans le code de la route. On est parti de Bordeaux, enfin voilà, en gros, jusqu'à Paris. Voilà. Et franchement, l'énorme batterie de la Ioniq 5N versus la petite batterie de la Inster, il y a pas énormément de différence que ça en fait en termes du temps perdu par l'Inster. Donc, de mémoire, c'est 40 minutes. Vous avez mis 40 minutes de plus pour réaliser le même trajet. Donc, c'est pas énorme, quoi. Sur un trajet de 650 bornes, franchement, c'est largement acceptable, je trouve, comme delta. Mais moi, je suis sûr que je prends n'importe qui, un petit hater de la voiture électrique. Je le prends en Inster, on fait 600 bornes. Il va se dire, mais je pensais pas que c'était possible, en fait. Ouais, non, mais tout à fait. De toute façon, l'Inster gagnerait à être plus connu, parce que c'est vraiment une bonne voiture. Mais là, qu'est-ce qu'il a, Pierre? Attends, je vois Pierre qui ricane. Qu'est-ce qu'il a? Tu veux prendre quelqu'un dans l'Inster, mais je sais pas s'il y aura cette place quand même dans une voiture comme ça. Mais t'es ouf! Alors là, l'Inster, je pense que c'est une des meilleures voitures. Le rapport possibilité encombrement de la voiture. Tu peux en faire un lit, tu peux tout faire. À l'Inster, c'est magique. 2,20 m. Dans quelle voiture peut-on ken le plus confortablement? Une fois que tous les sièges sont rabattus, ça fait un plancher plat et tu peux mettre une étagère Ikea, je sais plus le nom, de 2,20 m. Donc une Billy, voilà. 2 mètres. Ça va déraper. C'est déjà sorti. Non, trois petites réflexions en passant pour rajouter un peu de complément. La première, c'était, j'étais il y a pas longtemps en CLA, on en a déjà parlé ici. Quand on voit en gros sur l'instrumentation 672 km restants, il y a quand même une charge mentale. Il y a quand même un truc de c'est bon, je me brancherai la semaine prochaine au Lidl, quoi. Ouais. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens, ça va faire quand même. Ouais, mais c'est un peu cher payé. C'est un peu cher payé la charge mentale, je trouve. Oui, mais après, est-ce que tous les achats de voitures sont rationnels? Je me prononcerai pas, mais vous pouvez avoir une idée. Il y a des voitures qui sont vendues trop cher par rapport au prix qu'elles valent. Point. Deuxième petite chose, je m'interrogeais parce que je me disais, tiens, c'est marrant, le Kia EV3, ça se vend aux Pays-Bas, ça se vend un peu moins bien en France. Pourquoi? Déjà, nous, il y a l'historique, Renault, Stellantis, machin. Il y a un autre truc que je me suis dit, le V3, c'est une voiture relativement compacte, avec une grosse batterie de 80 kWh. Et à quoi ça peut servir aux Pays-Bas, d'après vous? À trimballer des caravanes. Et j'ai pas arrêté de croiser cet été des caravanes trimballées par des EV3. Et je me suis dit, oui, la grosse batterie, ça peut servir à ça. Dernier point, petite statistique, sachez qu'une vessie humaine moyenne fait entre 300 et 600 millilitres, ce qui est l'équivalent minimum d'une canette, et voire un petit peu plus. Mais oui, t'as vu beaucoup de. J'ai fait pas mal d'autoroutes là cet été. J'ai vu un nombre incalculable de Hollandais avec des électriques et des caravanes. Mais c'est la première fois que j'en vois autant. Le V3, elle a un avantage de ouf. Elle a la prise de vent. Pour charger, c'est trop bien. T'es même pas besoin. Il y a des endroits où c'est comme galère ta caravane peut-être. C'est pas simple quand t'as une caravane qui fait 5 mètres de long. Ouais. Moi, j'ai pris des photos, là, mais j'ai pris des photos sur une Total, là, d'un Hollandais, là, qui essayait de charger avec sa Kia EV6 ou je sais pas quoi, et sa grosse caravane, qui avait l'air passablement excédé, le mec, mais en fait, c'est vrai que c'est pas fait pour, et c'est vrai que pour eux qui sont quand même, il y a 2 Hollandais sur 3 qui partent en caravane, tu vois. C'est un vrai sujet aussi, ça, tu vois. On pourrait traiter un autre jour, mais il y a de plus en plus de stations maintenant. Les nouvelles, elles ont toujours une place remorque en général. Et je rappelle, Pierre, sur le 13, tu vois, la place remorque, à mon avis, elle est occupée. Je rappelle, on avait fait une vidéo il y a 2 ans, mon cher Pierre. Il y a 2 ans, éternité. On a 2 ans et demi même. On avait dormi près du Mont-Saint-Michel. Tout à fait. Avec des caravanes. Dans la même caravane? Non, nous étions séparés.
On se rappelle que les consos étaient doublés, grosso modo. La vache. Ouais. Okay. On avait de mémoire, on avait une Mégane 60 et une Ioniq 5. Ça devait être une 77, je pense. Propu. Après, on avait des caravanes qui étaient costaudes, hein. Toi, t'avais un truc énorme. Non. Derrière. Non, c'était toi qui avais le truc énorme. C'est moi qui ok. Moi, j'avais la normale. C'était 900 kilos, si je me rappelle bien. Ok, ouais. On se rappelle que, la conso était énorme et surtout, bon, pour revenir au sujet, donc c'était pas vraiment le sujet, mais on a dévié, mais c'est pas grave. On avait Vas-y, on fait un sujet sur la caravane, on s'en fout de l'autre sujet. Ouais. Mais on avait des soucis à l'époque, en tout cas pour recharger, où il fallait forcément désatteler, mettre la caravane dans un coin, aller charger et se rebrancher, quoi. Ouais, mais c'était même pas une question. Pour la plupart des, alors c'était sur l'autoroute, pour la plupart des stations de recharge, c'était même pas une question d'arriver à pas boucher le passage ou à bloquer d'autres bornes. C'est que ça demandait des virages tellement serrés à des endroits qu'on pouvait juste physiquement pas rentrer dans l'aire de recharge avec la caravane. Donc ça nous a permis. Écoutez, moi c'est la première fois que je conduisais une caravane. C'était les premières fois aussi où je désattelais et à la fin je faisais ça comme une équipe de Formule 1. Clac, c'était fait. On avait fait ça sous la pluie la nuit, je m'en rappelle. Grosse expérience. Faudrait qu'on refasse ça d'ailleurs un de ces jours peut-être un été prochain. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet là? Peut-être bien, non? Ouais, personne, c'est bon? Personne veut ajouter? Personne ne relance. Personne ne relance? Si, moi, je veux juste ajouter un léger point d'actu. J'avais noté un point d'actu qui peut être lié au sujet de départ, quoi, les grosses autonomies et donc grosses batteries. Juste préciser que la très grosse batterie pourrait coûter cher à partir de l'année prochaine parce que à partir de mi-2026 en France, il y aura un malus au poids qui n'échappera plus, enfin qui n'épargnera plus les voitures électriques. Alors dans un premier temps, la règle, ça va quand même épargner les véhicules qui passent l'éco-score. Donc c'est l'éco-score, c'est-à-dire le score environnemental qui donne déjà le bonus maximum en ce moment. Mais voilà, comme l'exemple que Victor avait donné au début, le Smart 5 qui n'a pas d'éco-score suffisant avec son énorme batterie pourrait avoir un malus au poids. Alors il y aura une petite marge, quoi. Je crois qu'ils vont donner un abattement de 600 kilos, mais j'ai pas les chiffres précis, mais je pense qu'un véhicule comme ça commencera à être taxé. Donc voilà. Très grosse batterie, ça va donner un malus. Et je pense que comme le malus au poids sur les thermiques, c'est un début, quoi. Et au fur et à mesure des années, ils baisseront les seuils petit à petit. Donc voilà, je pense qu'au-delà de 60-70 kWh de batterie, dans quelques années, même d'ici la fin de la décennie, ce sera difficile d'échapper à une surtaxe déjà. Tu crois qu'ils ont besoin de pognon? Il n'y a que deux certitudes dans la vie, disait Benjamin Franklin, la mort et les impôts. Ouais, c'est ça. Et après, mon autre petite ouverture, c'était pour rebondir sur un propos d'Andy sur la charge mentale de la grosse autonomie et tout ça. Il y a beau avoir ça, tu l'as dit, mais en fait, je vous invite à lire un sujet de chez nous sur Automobile Propre de Soufiane qui allait voir les comportements aux bornes de recharge et surtout le monde qu'il y avait aux bornes de recharge pendant le chassé-croisé. Ouais, donc il a vu encore une fois, c'était pas le bazar, mais surtout il a vu que les électromobilistes n'étaient pas non plus les plus disciplinés. Il en voyait beaucoup qui venaient se brancher alors qu'ils n'avaient absolument pas besoin de le faire. Donc, ça montre que même s'il leur reste beaucoup d'autonomie, s'ils s'arrêtent, ils vont se brancher quand même. Donc, bon, la charge mentale, voilà, tout le monde, ils ont beau avoir encore 3, 400 ou 500 km d'autonomie, on sait jamais, il y a le stress, il faut se brancher un quart d'heure au cas où. Donc, voilà, il y aura aussi une régulation des comportements à avoir, mais ça, voilà, c'était une petite ouverture. Discipline, ouais. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que moi, dans mes petites recharges avec ma Seat Mii, alors moi, c'était pas sur l'autoroute, c'était plutôt sur j'ai privilégié plutôt les bornes sur les parkings de supermarchés. Et
Chaque fois, il y avait. Alors c'était des bornes où il n'y avait pas de pénalité d'occupation, ni à la minute pendant la charge, ni après être chargé à 100%. Et j'ai vu des trucs extraordinaires. J'ai vu une Mégane qui était chargée à 100% depuis 3 heures au moment où moi je me suis chargé. Et c'était pas une station qui était énorme. Il y avait 4 charges rapides. Et ben il y en avait déjà une qui était qui a dû rester bloquée toute l'après-midi juste par quelqu'un. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir avec notre sujet, mais il fallait que je glisse à un moment et c'est maintenant. Donc voilà. T'as l'IMAT ou pas du mec? J'ai pris des photos, t'inquiète pas. Ça sera transmis aux autorités, non pas du tout. Mais je pense que ça fera peut-être un sujet d'un autre podcast, mais il y a de toute façon, si on veut que tout fonctionne bien, il va falloir une certaine discipline attendre une certaine discipline de la part des conducteurs de voitures électriques, parce qu'on a souvent tendance à montrer du doigt les vilains thermiques qui viennent se garer devant les bornes. Bon, selon mes propres observations, c'est quand même relativement rare, et je vois plus souvent des propriétaires de voitures électriques qui utilisent mal, on va dire, les bornes plutôt que des voitures thermiques qui occupent les bornes. Et voilà. les PHEV. N'en parlons pas des PHEV. On va pas être vulgaire, on parlera pas des PHEV. On va pas être vulgaire. Les PHEV sur l'autoroute, sur des trucs hors de prix. Oui, voilà. Et des gens qui ont envie de payer très cher leur kilomètre en électrique. Sur une borne ultra rapide avec un machin qui charge pas. Magnifique. On passe au sujet suivant. Si ça vous va. Dans la bonne humeur, la mauvaise humeur. Dans la bonne humeur, même si est-ce que c'est le sujet le plus sexy du monde? Je suis pas certain. On va parler de leasing social qui fait son grand retour pour cette rentrée, que beaucoup de monde attend, autant du côté des clients que des vendeurs. Mais est-ce que c'est vraiment une aussi bonne aubaine que ça, Florent? Alors avant d'en parler, on va rappeler un peu ce que c'est le leasing social. Donc s'il te plaît, parce que je suis pas sûr de maîtriser complètement le sujet. Moi-même. Oh, ça, on a l'habitude. C'était trop facile et gratuit, je suis désolé. Et moi, je lui dis c'est le grand chef de l'actu et tout ça. Je tire dans les pattes comme ça. Allez, Florent. Bon, si vous me voyez pas au prochain podcast, vous savez pourquoi, voilà. On est bien. Donc, pour rappel, le leasing social, donc c'est un dispositif qui vise à rendre la voiture électrique accessible aux plus modestes. Alors en fait, ça passe par une formule de location avec des petits loyers sans apport. C'est là vraiment tout l'intérêt, parce qu'en fait, le premier loyer majoré, il existe toujours, mais il est couvert par l'aide spéciale au leasing. Cette année, cette aide est fixée à 7 000 € maximum. Les commandes, elles seront ouvertes le 30 septembre. Il faudra se décider vite parce qu'il y aura 50 véhicules environ qui seront disponibles dans le cadre du leasing social 2025. Et on se souvient que les 50 000 qui avaient été prévus en 2024, c'était vendu en gros un mois et demi. Donc les constructeurs, eux, pour justement bien capter l'attention des clients, ils ont déjà dévoilé leurs offres tout au long de l'été. Ça commence à 95 € par mois avec la Citroën IC3 ou encore la Fiat Panda qui est sa cousine. On a aussi le Hyundai Inster qui sera à 99 € par mois. Et voilà, le reste des offres, c'est entre 100 et 200 € parce que 200 €, c'est le maximum. Est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité de ces offres, évidemment, sur... Automobile Propre, évidemment. Oui, il y a toute la liste, voilà. Toute la liste complète, les détails. Voilà. Non, mais c'est plus... Mais tu as raison. Il faut qu'on fasse notre pub. Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt alléchant, mais on se demande quand même si c'est une opportunité, mais c'est aussi un piège avec, il y a quelques mauvaises surprises et désagréments avec ce leasing. Déjà, on est d'accord que c'est sur des voitures neuves. Oui, ce sont des voitures neuves. Parce que moi, c'est mon seul truc. Moi, je suis tant mieux. Hein. Voilà, ça ouvre les voitures électriques au plus grand nombre. Mais est-ce que ça a fait sens aujourd'hui où on commence enfin à avoir un marché de l'occasion qui ressemble à quelque chose? Est-ce que la première porte d'entrée, ça serait pas justement plutôt l'occasion récente d'électrique où on trouve maintenant on trouve même des springs d'occasion, on trouve des petites triplettes Volkswagen d'occasion. Il y a tout un tas d'offres plutôt polyvalentes en occasion et peut-être c'est peut-être déjà plus intéressant. Voilà, c'est mon avis que je vous résume. Qui veut prendre la main là? Nicolas, j'ai l'impression que t'avais l'air motivé par ce sujet-là.
Bah ouais, alors, moi je trouve ça sur le principe vachement bien, puisque déjà en fait les initiatives visant à soutenir un peu le marché automobile sont rares. Réjouissons-nous les enfants. Nous avons une industrie qui se casse complètement la gueule, plus personne n'achète de bagnole, et là t'as 50 000 personnes qui vont acheter une bagnole en un mois ou en 15 jours parce que les conditions sont bonnes et surtout on s'adresse à des gens qui normalement n'achètent pas de voiture neuve. Donc moi je trouve, sur le principe, je trouve ça très bien. Après, faut quand même rappeler les restrictions en fait du truc. Faut déjà avoir en gros faut gagner le SMIC, hein, enfin ou du moins avoir une fiche d'impôt qui est quand même pas celle de tout le monde. Enfin, ça concerne vraiment les revenus les plus modestes. Donc, très bien. C'est une très bonne chose qu'on les aide en fait à avoir une mobilité fiable et écologique. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, ça concerne déjà. Rappelez que ça concerne pas tout le monde. Deuxième chose, il y a quand même dans ces contrats un nombre maximum de kilomètres à l'année. C'est 10-12 000 kilomètres en fonction des contrats, je crois, de chaque constructeur. C'est 12 000, ouais. En fait, ils sont partis sur 1000 kilomètres par mois. C'est ça. Donc bon, après, ceci dit, moi ça me paraît peu, mais je crois que la moyenne des Français fait 13 000 km par an. Donc c'est pas, en fait, si on regarde, c'est pas déconnant. Mais voilà. Mais faut aussi, par contre, quand même expliquer aux gens ce que c'est que la location. Il y a pas longtemps, j'ai rendu une voiture de LOA qui était pas à moi. Enfin, en gros, j'ai un copain qui habite à New York qui a un LOA à rendre à Paris. Et c'est la première fois que je vendais une LOA, toi. Et c'était une bagnole qui a quasiment pas roulé en plus parce que la personne qui devait la rouler, pouvait pas la rouler, etc. Donc j'ai rendu un C5 qui avait 3 rayures, 3 jantes légèrement rayées, tu vois, et un tout petit POC quasiment invisible sur une porte que j'avais même pas vu moi-même. Et bon bref, le mec il en a eu pour 1000 € quand même, tu vois. Donc faut quand même bien expliquer aussi que on est sur des gens qui n'ont pas forcément les moyens en fin de contrat de rendre, enfin, si la voiture elle est pas nickel, ça peut vite leur coûter de l'argent. Faut aussi rappeler ça quand même, parce que en gros t'es à 250 € par élément. Donc t'as une rayure, c'est 250 balles, t'as une jante rayée, c'est 250 balles, t'as un éclat de peinture sur un pare-choc, c'est 250 balles. Enfin, donc ça peut quand même vite monter pour des revenus. On peut imaginer qu'ils ont pas forcément les moyens de mettre 1000 ou 1500 € en fin de contrat pour rendre la voiture dans l'état neuf, quoi. Donc il y a quand même des petites contraintes, mais et franchement, si aujourd'hui tu peux pour moins de 100 € par mois avoir un véhicule neuf électrique, on peut estimer qu'il sera à peu près fiable. Enfin, ça permet quand même d'aller au boulot dans de bonnes conditions. Je pense aux jeunes, tu vois, qui sont en apprentissage ou en alternance. Ou on a tous connu ça. Enfin, moi, je faisais ça. J'avais une AX qui avait 300 000 bornes. Est-ce que j'aurais pas été mieux dans une petite électrique neuve, tu vois, pour quasiment le même prix. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative. Faut juste bien bien expliquer aux gens les contraintes et le fait de faire comme très attention parce que c'est une loc, quoi. Ok, c'est vrai. Et après, bon, il y a le principe aussi de la location lui-même où les gens mettent de l'argent et puis c'est de l'argent qui disparaît. Je veux dire, c'est pas comme un crédit où à la fin ils ont une voiture, c'est que c'est un petit peu de l'argent qui part. Tu veux dire à mon truc, moi, c'est-à-dire par rapport à un petit crédit pour acheter une occasion, est-ce que ça fait pas plus sens? Et puis à la fin, est-ce qu'il faut mieux acheter ton crédit, bah t'as une voiture. Est-ce qu'il faut mieux rouler dans une Mazda à 400 balles et la garder 5 ans? Ça, c'est la démarche la plus écologique qui existe, je pense. Quel grand génie ferait ça? Je sais pas. JC. Excuse-moi de te déranger. Non, mais j'écoutais. Moi, j'étais spectateur, là, d'un seul coup. J'ai oublié que je participais un petit peu, merde. Non, mais déjà, moi, je trouve que l'engouement autour de ce truc, ça prouve que les gens, l'électrique, ça les dérange pas trop. Finalement, c'est juste le prix, le problème. Moi, je trouve que le seul problème, c'est que c'est les voitures les moins chères, c'est beaucoup des véhicules pas très polyvalents. Et les gens à faible revenu, possiblement, sont en appartement sans possibilité de charger. Et je pense, j'ai très peur
que la première expérience électrique de pas mal de gens, du coup, soit faite avec des voitures qu'il faut charger souvent et qu'on peut pas charger à la maison, etc. Et que donc ça soit pas forcément une super belle expérience. Alors j'avoue, j'ai pas cherché s'il y avait eu des études, des retours sur la première version du leasing social. Mais moi j'ai un peu peur de ça. Après, cela dit, dans la liste, il y a quand même des voitures super sympas. Donc voilà. Et moi, il y a un autre truc qui m'embête, c'est que ça booste les ventes de voitures pendant 3 mois en gros, pendant les livraisons, et qu'après donc le marché des voitures électriques, t'as dans les stats, ça fait moins 7% par rapport à l'année précédente, moins 10%, mais en fait c'est le leasing social, mais les gens comprennent pas, disent que la voiture électrique ça marche plus, etc. Enfin, c'est toujours relou d'avoir ces pics là quand tu veux mesurer un peu l'évolution de la voiture électrique en France. Mais sinon, c'est une super idée. Et je regardais la liste là sur un site qui s'appelle Automobile Propre. Excellent site. Excellent. Et l'Inster à 99 € par mois. Ah, ça fait envie, hein. Ah, c'est quand même assez mortel, hein. Après, tu disais l'occasion. C'est vrai. Genre une Niro d'occasion, pas trop kilométrée, qui est 100 fois plus polyvalente que toutes les voitures qu'elle a. Faut réfléchir, quoi, parce que c'est vraiment plus très cher maintenant. Les Niro, les Kona des premières générations, 64 kWh, ça marche bien, c'est que c'est fiable, c'est pas très cher. À réfléchir, mais c'est vrai que c'est kiffant de rouler dans une voiture neuve, quoi. Je roulais dans une Renault 5, c'est quand même cool. Je vois, il y a aussi là, genre Volkswagen ID3, 139 € par mois. Putain, c'est quand même pas mal, quoi. Cupra Après, c'est des petites autonomies, mais justement, il y a certains modèles qui s'en sortent mieux que d'autres, quoi. Volkswagen, il faut se méfier, quoi. Il y a l'ID4 qui a un prix vraiment cassé, mais l'autonomie est rikiki. Mais dans le lot, il y a certains véhicules qui s'en sortent bien. Ouais, la coupe. L-Rock 60, voilà, c'est pas mal. L-Rock Cupra Born, en autonomie, justement, il commence à avoir 2-3 propositions plus polyvalentes que toutes les petites citadines d'entrée de gamme. Après, moi, il faut aussi un peu se méfier des prix qui, sur certains véhicules d'entrée de gamme, justement, tu dis l'Inster à 99 €. Par contre, j'ai regardé après le détail des offres. Par exemple, la version haut de gamme, il y a le loyer qui est donné sur leur site. Je crois que là, on monte déjà à 150 balles, ce qui est très agressif, mais qui, par rapport à d'autres véhicules dans le leasing, devient complètement ridicule si on le compare à un Skoda Elroq qui est aussi à 150 € et qui est bien plus grand. Et voilà. En fait, il y a certaines offres qui sont très très agressives sur les versions de base et faudra se méfier en fait quand on voudra un véhicule un peu plus haut de gamme quand même dans la liste, quoi. Andy. Oui. Veux-tu compléter? Oui. Bien sûr. Qui vas-tu nous citer? Churchill. Non. Qu'est-ce que pensait Churchill du leasing social? Je pense que c'est positif comme dispositif parce que ça ramène peut-être la frange la plus éloignée du VE vers l'achat d'un VE neuf. Alors, on peut voir ça positivement. Là où je suis effectivement un petit peu sceptique, c'est sur l'histoire des 12 000 kilomètres. Parce que en fait on se prive de toute une série de gens qui habitent loin de leur boulot, qui habitent souvent dans des coins ruraux et qui justement ont plus besoin que les autres de ce véhicule. Donc si on prend, je sais pas, j'habite à 40 km de mon boulot, j'y vais tous les jours, j'habite à Guéret et je vais au Buisson travailler, ça commence à être compliqué de tenir le leasing social. Et c'est pour ça que moi, je me pose la question, pourquoi on a choisi la forme du leasing plutôt que d'un super bonus pour les ménages les moins favorisés? Peut-être pour avoir un chiffre, 100 € par mois, 150 € par mois, ça fait clinquant, ça fait classe, on donne l'accès à tout le monde. Si on étale le truc sur 8-10 ans et la possession totale d'une voiture, parce qu'en fait, là, on fait rentrer des gens dans des cycles où ils gardent des voitures 3 ans, alors qu'ils sont habitués peut-être à les avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y avait Luca De Meo qui disait un truc l'année dernière qui était pas... c'est pas Churchill. Non, c'est quelqu'un d'éminemment respectable, mais c'est pas Churchill. Il disait, on instille l'idée qu'une voiture coûte 150 € par mois. Et je suis pas en désaccord absolu. Je trouve que cette logique de penser en mensualité éclate un peu le coût d'une voiture. Et là aussi, dans 3 ans, je pense qu'il y a des gens qui sont pas habitués à la LOA, qui vont se retrouver à devoir rendre un véhicule, qui vont avoir des surprises. J'abonde dans le sens de Nicolas, qui en plus, sont peut-être des publics un peu moins sensibilisés
justement les procédures, comment ça marche, etc. J'ai un peu peur. C'est toujours les dispositifs compliqués, je trouve, avec plein de petites notules. Je trouve ça toujours très bien, sauf que le problème, c'est qu'après, c'est comme le RSA, où il y a des gens qui oublient qu'ils ont le droit. Et là, on s'adresse à des publics qui sont peut-être plus en difficulté pour demander des aides, pour rentrer chez un concessionnaire, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on met des petites notules partout, et des petites astérisques. Et je pense que ça rend le truc un peu illisible et ça aide les gens qui ont déjà une connaissance, en fait, qui ont déjà la compréhension de comment ça fonctionne. Et donc, on va peut-être pas toucher exactement le public qu'on voulait toucher au départ, mais ça, c'est souvent le cas des politiques publiques. C'est vachement intéressant, je trouve. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Est-ce que le mec au fin fond de la campagne, qui aurait peut-être besoin de cette bagnole-là parce qu'il y a aucun transport en commun, il y a pas d'infrastructure, il y a rien. Est-ce que lui il va être au courant déjà qu'il y a ça, que ça peut le concerner, qui a droit, enfin, tu vois. Après, c'est un autre débat, mais. Oh, Florent n'est pas content. Il y a Florent, il est dégoûté. Ah là là. Florent, il dit Ah non, qu'il y a là, c'est con. Je vais faire. Non, oui, voilà, ils ont qu'à me lire mes news, c'est vrai. Quoi, il y a Internet, c'est partout, quoi. Hein, je veux dire. Puis ça, c'est un éternel débat. Je me souviens d'un sondage il y a quelques mois où ça disait qu'une part importante de Français n'étaient pas au courant des aides pour acheter un véhicule électrique, genre le bonus. C'est pas possible, le bonus, il existe depuis 10 ans. Moi, ça m'agace. Et là, je fais vraiment une réflexion de café du commerce puissance 1000. Mais vous allez sur Internet, sur les réseaux sociaux, les gens, ils savent tout sur tout, ils donnent leur avis sur tout. Et puis, par exemple, ils seraient pas au courant, voilà, ils connaissent pas ce que c'est une ZFE. Quand on leur, vous connaissez les ZFE? Genre, non, j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, ça leur empêche pas de donner leur avis sur les ZFE dès qu'ils vont passer un tweet. Donc là, c'est un peu pareil. Pas avoir entendu parler du leasing social, enfin, au bout d'un moment, voilà. Je suis pas d'accord là-dessus. Je veux dire, les gens, ils sont où? Ils faut vraiment pas avoir envie d'être au courant. Mais je pense que t'as plein de gens, c'est pas t'as une majorité de gens, qui en ont absolument rien à foutre de tout, toi. Qui s'informent pas. Non, mais, tu sais, il y a des gens qui s'informent, vraiment, toi, en dehors de TikTok et tous les trucs débiles qui leur ravagent le cerveau, les gens qui font vraiment déjà, ne serait-ce que l'effort de s'informer un peu de l'actualité ambiante, tu vois, peut-être pas tant que ça, toi. Ouais, mais bon. Donc je on va pas aller frapper chez eux et leur dire il y a le leasing social. Ah, bah, évidemment. En plus, tu vas les déranger pendant Hanouna, ça serait dommage. Oh putain. De toute façon, il y aura pas assez de place pour tout le monde. Victor. Oui. Est-ce que t'as une petite pierre à apporter à cet édifice? Oui, bah, déjà quelques précisions sur les chiffres, donc, ah, voilà. Non, mais, j'ai décortiqué un peu le dispositif, donc à qui s'adresse exactement cette aide-là, et donc il faut avoir une déclaration d'impôt, donc une année fiscale à 16 300 €. Donc ça, comme ça, c'est le seuil à ne pas dépasser pour avoir droit donc à ce fameux leasing social. Je précise juste, c'est par part. Attention, si vous êtes marié, vous avez des enfants, voilà, c'est par part. Hein, c'est pas le total, quoi. Ça peut, c'est plus 15 000 l'équipe formidable. Ça peut faire 30 000 si t'as deux parts. Et ainsi de suite. Et effectivement, donc ça fait, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui vont se retrouver avec une voiture en location. Enfin, moi je suis partagé. À la fois, je suis très content que la voiture électrique se démocratise. Voilà, à très grande échelle, 50 000 exemplaires, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est cette population-là elle avait besoin de cette location ultra limitée, parce qu'il faut quand même prouver que tu auras besoin de la voiture pour aller travailler. T'es censé faire plus de 8000 km aussi pour le boulot, je crois. Hein, oui, voilà. Donc ça. Mais moins de 12 000. Mais moins de 12 000. D'une part, t'as un nombre ultra limité de kilomètres à faire avec la bagnole, et en plus, tu dois prouver que tu vas aller au boulot avec. Donc, en gros, pour moi, c'est une deuxième bagnole en fait que l'on propose à ces ménages qui n'ont peut-être pas les moyens déjà d'avoir la première voiture. Ils commencent par la deuxième. Et donc, du coup, c'est un peu, enfin, je trouve que c'est, finalement, peut-être que le marché de l'occasion aurait été meilleur, une meilleure idée, voilà, de réfléchir. Mais en même temps, est-ce qu'on a 50 000
VE d'occasion à refourguer entre guillemets la population, ça j'en sais rien, mais en tout cas, on les aura dans 3 ans. Oui, c'est ça. Quand les premiers leasing sociaux auront fini, mais je sais plus qui a dit ça aussi. Je suis très d'accord avec ça. Non. Ou ça, Lucas Di Meo. Non, je crois que c'est Victor Hugo qui a dit ça. Non, mais un de nous 6 qui a dit tout à l'heure que ah merde, j'ai perdu ma pensée. Vas-y, c'est bon. Avec votre Churchill, vous m'avez j'ai perdu les fils de la pensée. Écoute, n'hésite pas à interrompre la conversation si ça te revient. Oui, voilà. À tout moment, j'ai mon buzzer si je me souviens de quoi je. Mais oui, mais est-ce qu'on peut se poser la question? C'est toi qui. Pardon, vas-y Nicolas. Ouais, excuse-moi. Coupe-moi la parole. Mais effectivement, on met dans les pattes à des foyers modestes. On leur fout quand même dans les pattes une location pour 3 ans. C'est quand même un engagement aussi, tu vois. Même si c'est 150 balles par mois ou 100 balles, faut rajouter, parce que on dit c'est 100 balles, c'est pas cher 100 balles, tu vois, mais il faut rajouter l'assurance, faut rajouter les éventuels frais, faut rajouter bien sûr le carburant, enfin les recharges, l'énergie, on va dire. Mais donc ça peut, tu vois, ça peut peut-être faire un budget assez rapide de 300 balles par mois. Et si c'est une voiture qui finalement va pas réussir à couvrir l'ensemble des besoins de ces gens-là, ça va être ce que disait, je crois, Andy tout à l'heure, ça veut dire qu'on leur impose un peu une deuxième voiture, tu vois. Enfin, leur impose, ils sont pas obligés de la prendre, mais est-ce que c'est leur rendre service? Peut-être pas, tu vois. Est-ce qu'il ferait pas mieux d'aller faire, peut-être aller au boulot en vélo? Ou d'acheter une Mazda. Mais après, en fait, c'est encore une charge supplémentaire, tu vois. C'est-à-dire qu'on leur présente ça comme un cadeau et tout, mais enfin bon, il va quand même falloir qu'ils claquent 300-400 balles tous les mois pour l'assurer, la faire rouler, la louer, etc., sans compter les éventuels frais à la fin. C'est pas forcément un cadeau. Faut aussi que les gens y réfléchissent un peu. JC. Non, j'allais juste dire qu'heureusement, il y a les commerciaux dans les concessions qui s'y connaissent beaucoup en VE et qui sauront leur conseiller qui vont les conseiller comme il faut. Qui correspond parfaitement à leurs besoins. Exactement, parfaitement. Mais oui, madame, 40 kWh pour aller à Marseille, nickel. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir ça va avoir le même succès que la première fournée de leasing social? Moi, je me pose la question justement, la grosse différence par rapport justement à la première vague, c'est que depuis le projet ZFE a été écarté, on sait que le spectre des ZFE était quand même une sorte d'épée de Damoclès pour plein de gens au moment de renouveler leur voiture, où ils se posaient la question est-ce que il faut absolument que je passe à l'électrique, parce que si j'achète autre chose, je pourrais pas aller à mon travail. Donc il y avait ces premiers leasings sociaux qui pouvaient être une opportunité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que cette deuxième vague donc du leasing social va avoir le même succès que la première? Je suis peut-être pas 100% convaincu. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je pense que si, parce que déjà, quand on voit l'année dernière, il y a eu 50 000 ventes, mais il y aurait pu en avoir beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a quand même, je pense qu'il va y avoir une demande qui va vite s'écouler, peut-être un peu moins vite que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'en plus, l'aide a fondu par rapport à l'année dernière. L'année dernière, l'aide maximale, c'était 13 000 euros. Cette année, c'est 7 000, ce qui fait que les offres sont un peu moins agressives. On le voit par exemple avec la moins chère, c'est la C3 qui est à 95 euros par mois. L'année dernière, elle commençait à 54 euros par mois. Bon, voilà, on voit un peu la différence. Mais moi aussi, je pense que ça va marcher. Mais après, j'ai peur que le système soit un peu détourné. Alors, il avait déjà été un peu l'année dernière. Il y a une étude qui a bien prouvé que des ménages modestes qui n'auraient jamais acheté une voiture neuve ont profité du leasing pour avoir une voiture électrique neuve. Mais après, comme on a expliqué, c'est 16 300 euros par part. Donc, il y avait aussi des familles aisées un peu nombreuses qui, par le jeu départ, ont pu profiter du leasing social. Et là, je pense que ça sera encore davantage le cas. Je pense que beaucoup de ménages un peu aisés qui peuvent profiter du système grâce à la moyenne par part vont s'en servir justement pour avoir un deuxième véhicule vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, je pense que le système va être un peu détourné. Moi, j'étais un peu comme Andy, c'est-à-dire, je pense qu'il aurait fallu cette nouvelle fournée vraiment resserrée sur les ménages vraiment les plus modestes. Comme l'année dernière, c'est-à-dire que c'est ouvert à toutes les personnes
c'est la moitié, la moins aisée des ménages français, c'est-à-dire que ça marche par décile, ils prennent de 1 à 5, quoi. Pour moi, il aurait fallu cette année resserrer, un peu plus le système pour vraiment essayer d'exclure des foyers aisés déjà privilégiés, quoi. JC, tu lèves la main. Ouais, je voulais juste dire que cette année, il y a la Renault 5 quand même. Et que Ouais, alors après, c'est bien pour avoir une Renault 5 moins chère qu'en temps normal. C'est aussi ça, hein, l'avantage du leasing. Mais bon, c'est quand même pas les offres les plus attractives chez Renault, quoi. Ah ouais, c'est quand même sympa, une petite Renault 5 à jouer à 120 ou 170, la grosse batterie. C'est cool. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, quand t'as pas beaucoup de thunes, rouler en Renault 5, c'est kiffant quand même, je trouve. Après, c'est la version 5, 120 €. Il y a pas la recharge d'essai. Ouais, je pense qu'il faut. Ça monte. 170, ouais. Ça monte vite dans la gamme. Alors après, moi, des fois, les offres, je les comprends pas toutes parce que vous prenez le prix catalogue qui est à peu près à 25 000 € de la R5, ça donne 120 € par mois. La Hyundai Inster qui est à 25 000 € prix catalogue, ils arrivent à faire 99 € par mois. Donc, il y a des valeurs de revente qui jouent là-dedans. Et d'ailleurs, c'est aussi un des effets pervers du système qu'on n'a pas abordé, parce que ça concerne pas vraiment les clients, ça concerne plus les professionnels, mais les professionnels, ils ont été contents de vendre 50 000 bagnoles facilement l'année dernière, mais ils savent que quand on va les rendre dans 2 ans maintenant, un peu moins, ça va être une catastrophe sur les valeurs de reprise, quoi. Donc c'est aussi pour ça que l'aide cette année est moins généreuse, parce que les professionnels ont dit oui, on repart sur 50 000, mais il faut trouver un meilleur équilibre, quoi, sur les valeurs de reprise calculées dès le début pour donner la location. Ouais, bon, après, le dispositif a l'avantage aussi de permettre à des constructeurs, enfin, du point de vue des constructeurs, évidemment, de bazarder, je vais être un peu dur, des véhicules peu équipés, moins demandés, et de remettre un coup de fouet au marché aussi. Donc, il y a des stratégies différentes. Je pense que Renault, les R5, elles partent toutes seules en ce moment. Il y en a d'autres qui sont plus pressés de vite écouler des voitures. Un autre point, c'est que on voit aussi que avec le leasing social, ça draine d'autres leasings qui ne sont pas adossés au dispositif. Mais par exemple, Leapmotor a fait la T03 à prix cassé, etc. Donc ça pousse d'autres constructeurs à baisser leur prix, même s'ils n'ont pas le droit à l'éco-bonus, même s'ils n'ont pas le droit au leasing social. Donc ça peut aussi être un effet de bord. Et puis donc voilà, on est là aussi dans 3 ans on en reparlera, ou dans 2 ans et demi, enfin dans 1 an et demi pour la première fournée de VE mis sur le marché par les leasing sociaux. T'as dit vendu, c'est des contrats signés d'ailleurs, Florent, si on veut être même exact. Je sais pas si cette politique va bien vieillir. C'est un coup de fouet qui aide tout le monde à court terme. Et en plus, ça a un effet, c'est que les gens vont être perpétuellement dans l'attente d'un dispositif. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais m'acheter une bagnole électrique. Ouais, mais peut-être que dans 6 mois, le nouveau gouvernement de Cyril Hanouna va faire un nouveau dispositif. Et de se dire qu'il y aura toujours quelque chose derrière et qu'il faut attendre et reporter l'achat. On attend les soldes. Ouais, on attend les soldes. C'était le cas autour des jupettes et des baladurettes, là. Dès qu'ils arrêtaient, les bagnoles, elles se vendaient plus, les gens les attendaient, quoi. Ouais. Et l'automobile étant une bonne vieille industrie, il y a des cadences à tenir dans des usines, il y a des stocks, il y a des choses compliquées, c'est pas genre stop and go, vas-y, fais-moi 100 000 bagnoles et puis après on s'arrête, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous ces journalistes qu'il faut acheter aussi. Ouais, je pense que on rentre dans des systèmes où on a un marché qui est très drivé, très porté par ces dispositifs, alors que pour moi, il faudrait de la constance. Après, je sais très bien qu'on est à 5,2% de déficit et que chaque intérêt particulier va défendre son beefsteak dans les mois qui viennent dans les discussions, mais je pense que si effectivement on veut encourager le VE, il faut de la constance sur X années et une trajectoire bien claire pour tout le monde. Mais ça, j'arrête pas de le dire à chaque fois dans les podcasts. Et ça, François Bayrou ne m'écoute pas. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet, du coup? On passe au 3e sujet? Ça vous va? Oui.
Il est maintenant temps d'aborder le troisième sujet. On commence à approcher. Je sais déjà la fin de l'année 2025. Il y a le salon de Munich qui arrive, le salon de Lyon aussi. Quelle est la nouveauté électrifiée que vous attendez le plus chacun chez vous? Et on commence par Victor. Ah non, c'est chaud d'en choisir qu'une seule. Moi, je me suis fait toute une liste. Histoire de citer tous les modèles choisis par tout le monde. Mais c'est ça, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Victor le pénible. Alors. Non, mais du coup, je vais citer celle que j'ai mis en premier sur cette liste. C'est le Suzuki e-Vitara. Donc, c'est une voiture qui a été... c'est original. Ouais, qui a été présentée, mais qui devrait arriver en concession à la rentrée. Enfin, à partir de la rentrée. Elle est retardée. Chut, ça sera coupé au montage. Non, ça sera pas retardé. Non, mais je trouve que c'est une voiture, c'est une voiture cohérente. Et moi, personnellement, j'attendais Suzuki sur le marché de l'électrique depuis un petit moment parce que je trouve que ils en avaient déjà, non, des électriques Suzuki? Pas chez nous, pas en Europe. Ah ouais? Pas en Europe. Non, c'est la première. Le e-Vitara, c'est vraiment la première, le premier modèle full électrique. J'ai essayé plus d'une fois le Vitara hybride, que je trouve vraiment une proposition, enfin voilà, excellente, une très bonne voiture, une très bonne. La partie. C'est sponsorisé par Suzuki pour dire tout ça. Là, non, par Hyundai. Florence, s'il te plaît, n'instille pas le doute sur le fait qu'on est payé par les constructeurs, parce que ça serait. Parce que j'insiste beaucoup sur ce point. Parce que vous n'êtes pas payé, vous. Allez, on sent le troisième sujet. Hein, non mais voilà, là j'ai regardé. Je vais pas vous dévoiler toute ma liste des nouveautés que j'attends. Mais c'est vraiment le Suzuki Vitara électrique. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il est particulier? Je me pose la même question. Juste parce que c'est un choix original ou Non, pas du tout, parce que ça va. J'imagine, on n'a pas encore les prix, mais ça sera un VE abordable, relativement abordable, qui sera. Moi, ce que j'aime bien chez Suzuki, c'est leur côté. Un peu dépouillé, un peu à l'ancienne, à l'intérieur. Moi, j'en peux plus du full tactile, haptique et compagnie. Donc, moi, j'ai besoin de, je crois en toi, Suzuki. Propose-nous quelque chose de simple, j'ai pas le terme, de pragmatique, voilà. Je pense que ça va être une bonne voiture, voilà. Donc, moi, j'ai besoin de pragmatisme un petit peu dans le monde de l'automobile, dans cette course un peu à la surenchère, celui qui a le plus gros écran, qui pivote le plus, où il y a le plus de bidules tactiles utilisables. Tu penses à un constructeur en particulier avec cette description? Non, je fais une sorte de schéma comme ça. Et je pense que, connaissant Suzuki, ils peuvent, j'espère, proposer un produit qui soit à la fois accessible, simple, pragmatique et sans aucun superflu et ça a toujours été leur marque de fabrique et fiable et fiable, tout à fait, avec les Swift, les Vitara actuels, etc. Donc vraiment c'est une voiture que j'attends. On est bien d'accord que c'est le frère du Toyota Urban Cruiser. Ouais, mais il est conçu par Suzuki. Pour une fois, c'est Suzuki qui a le lead. Exactement. Donc après, visiblement, d'après Nico, c'est retardé, mais voilà, c'est retardé en fait au minimum décembre, mais oui, il va arriver. C'est une voiture que j'ai un peu étudiée pour des raisons, mais je pense qu'effectivement ça va être un truc assez sympa. Par contre, il y a un petit coffre et une vitesse de charge qui sera pas dans les qui sera honnête mais qui sera pas dans les records, puisque justement en fait on parle de fiabilité. Ils sont un peu obsédés chez Suzuki sur la résistance la fiabilité des batteries, tu vois. Et ils veulent vraiment privilégier la fiabilité et la durabilité plutôt que la vitesse de charge. Donc c'est pas une batterie qui va se charger à 400 kilos, mais je pense qu'ils vont faire un truc sympa. Ouais. Je suis monté dedans, moi j'ai fait un peu de tour. C'est pas des batteries énormes non plus, donc ça va. Mais c'est un truc assez pragmatique, ça revient un peu au premier sujet, tu sais. Est-ce qu'il faut une batterie énorme, est-ce qu'il faut toi bon.
Est-ce qu'il faut pas payer moins cher et avoir un truc qui roulera encore dans 10 ans? JC, pragmatique toi aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, vraiment, tout comme Victor. Moi, la voiture que j'attends le plus, c'est une voiture qui devrait être commercialisée en France. C'est la Xpeng P7 Plus. Alors moi déjà, je roule en Tesla et j'aime beaucoup. Sauf que Tesla, j'aime beaucoup moins. Et du coup, pour moi, Xpeng, c'est vraiment le nouveau Tesla. Là, j'en ai j'ai une G6 en ce moment. Et vraiment, les évolutions de cette voiture, même en un an, c'est vraiment fou, quoi. Donc moi, je trouve que ça a dépassé Tesla maintenant dans l'agrément général, l'OS et tout. Et mais c'est au niveau des efficiences, c'est pas ouf encore, surtout sur autoroute, parce qu'en ville ça va. Mais la P7 Plus là, donc c'est une berline. Donc déjà j'aime les berlines avec un Aeon. Elle a un beau profil, hein. Qui est très aéro, elle fait 5 mètres, c'est son défaut. Je pense que ça va être son défaut en Europe. Elle est très longue. Mais par contre, beaucoup de place à l'intérieur, un intérieur chinois. Et moi, j'aime vraiment, les Chinois, ils savent faire vraiment des trucs très zen, très pratiques. Bon, voilà. Et donc, elle devrait arriver. Si elle arrive, charge 12 minutes, batterie LFP. Donc, avec une batterie en 60 et une 75 a priori en Chine. Ce qui est pas énorme. Des batteries raisonnables, mais la voiture, en fait, là, il y a un classement. Il y a une chaîne YouTube en Chine qui a fait un trajet avec 55 ou 56 voitures électriques chinoises sur autoroute à 120. Ils ont des moyens, quand même. Ouais. Faudra qu'on fasse ça, Pierre. Hein. Non, mais oui, c'est 55. Ils font des 55 bagnoles et elle est arrivée 4e derrière la Tesla Model 3, Model Y. Donc, bonne efficience, a priori. Donc, pas besoin d'avoir une grosse batterie. Et voilà, c'est batterie LFP, etc. Donc, moi, j'attends cette voiture avec impatience. Je l'ai conduite à Shanghai en conduite full autonome. Et là, je suis impatient de la mettre sur une autoroute française et de la mettre à 130 et voir ce que ça vaut. Parce que si elle consomme rien, même avec une batterie de 60 ou 75, avec une charge en 12 minutes, ça va être un missile, quoi. On sait déjà sur quel ordre de tarif on est. Figure, en Chine, elle est au même prix que la G6. C'est-à-dire, en gros, elle est un peu plus chère qu'une Model Y. Elle serait un peu plus chère. En fait, en gros, ce serait une voiture de la taille d'une Model S, quasiment au prix d'une Model 3 si elle reste dans les mêmes bases tarifaires en Europe. Mais à voir. Là, on sait pas. Alors, il y a Andy qui fait des signes oui, c'est mon petit doigt. étranges. Mon petit doigt me dit qu'on sera un peu au-dessus d'une Model 3. Enfin, on va dire qu'on sera dans la frange haute d'une Model 3, voire un petit peu au-dessus, on sera dans les 50 et quelques. Je vois bien ça dans les mêmes coins qu'une CL. Mais par contre, tout est équipé de base. La CLA, t'as des chaises de jardin à l'intérieur. Non mais voilà, non mais la Model 3 en ce moment elle est pas chère, elle est à 35 et donc oui, ce sera sûrement plus cher, mais si ça arrive en France, ça va être raisonnable. Andy. Oui, tu peux enchaîner. Oui. Dans ton choix. Qu'est-ce que t'attends le plus, toi? 2 voitures. La première, pas pour la voiture en particulier, c'est BMW iX3 qui sera révélée à Munich. J'ai déjà mon billet de train. Je suis prêt à partir à Munich. Alors attention. Oui. On est dans une phase spatio-temporelle. Suivant le moment où les gens soit regardent, soit écoutent, tu l'auras déjà vu. Ils pourront déjà voir. Tu l'auras déjà découverte. Faut juste le rappeler. Donc si vous y regardez, vous écoutez ça après le salon de Munich, toutes les informations sont évidemment sur Automobile Propre et vous aurez toutes les impressions d'Andy. Mais on a le droit de 2 voitures. Automobile. On a le droit à 2 voitures. Oui, j'ai décidé que oui. Mais après, tu y reviendras. Écoute, on va d'abord dire, tu vas donner c'est moi qui donne les règles, c'est moi le papa. Andy, tu donnes ta première voiture. Après, on va passer à Nicolas. Ouais. Florent a sûrement un mot à dire, moi-même. Et après, si vous avez un deuxième, une troisième voiture, ça sera chacun son tour. Ça me paraît... Non, ouais, oui. Ça vous va ouais, d'accord. Comme principe. Vendu. Oui, faut juste qu'on se couche à un moment donné, quoi. Mais, voilà, donc Andy. Ouais, donc je disais à Munich peut-être la nouveauté X3. Alors pas parce que j'aime les SUV de ce format, et je pense que d'un point de vue esthétique, ça va être assez proche de ce qu'on connaît, donc ça va pas être une voiture renversante. Mais il y a 2 choses qui m'intéressent. Déjà, c'est le lancement de la fameuse plateforme Neue Klasse dont on nous
rebat les oreilles depuis X années en disant que ça va être la plateforme qui va vraiment porter BMW à l'avant-garde de l'électrique, etc. On sait que BM avait été en avance. Après, ils ont tout coupé. Ils se retrouvent en retard et maintenant ils sont de nouveau. Ils essaient d'être de nouveau en avance. Donc, on va voir si effectivement les caractéristiques sont là. Il y a du 800 volts, il y a 4 super ordinateurs. Enfin, bon, il y a plein de choses et on nous promet que, point de vue plaisir de conduire, et c'est là qu'on attend BM évidemment, ça va être très bien. Et surtout, du coup, parce qu'on se parle du modèle, moi j'attends la série 3, enfin la future i3 qu'on verra l'année prochaine. Mais ça, voilà, on aura beaucoup d'indices grâce à cette plateforme et donc j'ai très très envie de voir cette voiture. Et deuxième point, c'est l'inauguration. Par contre, on se disait sur l'esthétique extérieure, ça va peut-être pas être révolutionnaire, mais sur l'intérieur, ça va vraiment être le début des nouveaux intérieurs BM avec la bande panoramique qui est à la fois à mi-chemin entre le tête haute et le combiné d'instrumentation. J'ai vu ça sur les concepts quand j'avais vu le concept X, qui annonçait ce X3 au Portugal, et j'avais trouvé ça très 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 bien la manière dont c'était agencé. C'est peut-être un nouveau type d'intérieur avec le retour du tissu aussi plutôt que le plastique, etc. Ça annonce quelque chose d'assez radicalement différent du côté de chez BM. On sera à Munich chez eux à domicile, donc j'ai très envie de voir ça et de voir ce qu'ils ont sous le coude pour cette nouvelle gamme et ces nouvelles Neue Klasse. Je sais que tu avais quelque chose à ajouter sur cette BMW peut-être. Je voulais juste dire que j'avais mis exactement la même chose qu'Andy. C'est tout pareil. C'est-à-dire, c'est le SUV, on s'en fout, mais on a envie de savoir l'OS, tout, comment c'est, on a envie de prendre cette bagnole, la recharger, on a envie de tout voir maintenant. Et en attente de l'i3. Voilà, exactement comme Andy. C'est vrai que ça fait plaisir en plus, hein, parce que là on a un grand retour. On a eu la CLA avec Mercedes où c'est vraiment un produit étonnant, pointu. Le retour un petit peu de la grandeur germanique en termes d'automobile auquel on était habitué du temps du thermique, on va dire. Là maintenant c'est le tour de BMW. Ça bouge et ça fait plaisir. Et de ton côté, Nicolas, qu'est-ce que t'attends toi? Avant la fin de l'année. Quelque chose de simple, quelque chose de... Eh ben, écoute. Rien. Non, mais si je dois attendre. J'attends Noël. En fait, déjà, concrètement, tu vois. Il y a encore un peu à attendre, là. Comme nous tous, cette semaine, j'ai fait un papier, que faut-il attendre de Munich, là. J'ai fait ça hier, avant-hier. Et en faisant le truc, je me suis dit, il y a rien qui me tente. Franchement, j'ai envie de dire aux gens, n'achetez pas de bagnole, gardez votre argent. C'est la crise en plus, on sait pas. Ça se trouve demain vous aurez plus de boulot. C'est optimiste. Hein. Non, mais s'il y a une bagnole que j'attends éventuellement, c'est quelle est la dernière voiture française intelligente où on se dit le concept est génial. C'est une question piège, répondez pas, c'est une question piège. La Twingo 1992. Et j'attends la prochaine Twingo, du coup. Je me dis, peut-être, si Renault, ils vont peut-être réussir à refaire un truc intelligent, petit dehors, avec de la place à l'intérieur, pas trop cher. Ça, on y croit moins, déjà. Mais c'est peut-être le seul truc qui me fait un peu rêver. Parce que franchement, les bagnoles, là, on en est arrivé à parler d'OS, de machin, d'écran et tout. Je sais pas, des fois, d'habitude, à chaque salon, il y a toujours un truc qui me fait un peu triper. Là, il y a pas grand chose, quoi. Tu as une CLA, mais qui va acheter ça? Il y a rien qui te parle. Tu vois, parce que pour en avoir une sympa, il va falloir mettre, 80 000 balles. Enfin, tu vois, il y a rien de concret pour moi là-dedans. Je trouve qu'il mérite pas tu vois. Je trouve qu'on est très loin des considérations du client moyen, tu vois. Donc c'est marrant parce qu'on parle tout à l'heure on parlait du leasing social avec les voitures à 100 balles, tu vois. Mais en fait, tu vois, ce qu'on nous présente au salon, c'est des trucs qui concernent personne, quoi, tu vois. J'ai l'impression que c'est encore de la vitrine technologique pour toi. Ouais, et en fait, qui va acheter ces voitures-là à part des entreprises, tu vois, enfin, je sais pas. Moi, il y a rien qui me fait triper là-dedans, donc en fait, j'attends la Twingo avec impatience. Peut-être je serais déçu, mais si tu regardes les chiffres de vente en Europe des voitures électriques, c'est le genre de voitures qui se vendent justement plutôt bien en fait. Genre Tesla, voilà, mais après les Volkswagen, la Volkswagen la plus vendue en Europe, c'est la i17, hein. C'est un gros truc. Oui, parce que c'est des entreprises qui achètent ça. Ouais. Et comme tous, mais c'est pas que. Après, il y en a des petites aussi. Hein. Au même titre que les thermiques, enfin toutes les voitures, hein, t'as 70% des bagnoles, c'est vendu aux entreprises, quoi.
au flotte ou au machin. Mais je trouve qu'on est loin des considérations de l'automobiliste moyen, tu vois. Et du coup, si je me mets à sa place, j'ai envie de lui dire, va pas à Munich, mec, tu vas pas trouver ce que tu veux, quoi. Tu vois. Mais si, il y a des reveals quand même à Munich, des petites voitures. Je vais en parler d'une, mais après, mais d'abord, je voulais donner la parole à Florent qui partage un petit peu le même avis que Nicolas, j'ai l'impression. C'est aussi la Twingo que t'attends. C'est vrai que doublement je rejoins Nicolas. C'est vrai que moi-même je fais les fameux marronniers. Quand on s'ennuie l'été, on fait des marronniers quoi dans le milieu. Moi, j'ai fait les nouveautés qui vont marquer la rentrée. Et puis je me suis dit, en fait, il y a rien qui me hype à fond. À part oui des caisses très techniques qui vont m'intéresser comme l'IX3, mais qui j'ai pas spécialement envie d'acheter. Donc c'est vrai que par contre dans les modèles j'ai très envie de découvrir, il y avait la Twingo. Donc voilà, je fais un peu répétition avec Nicolas, parce que j'aime bien ces idées de petites caisses sympathiques comme ça, parce que le style a l'air. On a vu des photos de prototypes cet été où voilà, c'est moi qui les ai pris sur la 13. Le style a vraiment l'air de. Bah oui, j'ai vu, c'était ton nom sur les photos. Ouais. Tu nous as pas envoyé les photos pour rapper, alors. Non, il y a d'autres qui payent plus cher, visiblement. Voilà. Nico, du coup, t'étais sur la 13, t'avais payé ton péage ou pas? J'avais pas encore payé mon péage, puisque tu le payes après. Voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Faut pas oublier. Oui, donc j'ai vu rouler, oui. Non, mais ouais, Twingo, mais visiblement, la Twingo, elle sera pas à Munich, ça je suis un peu surpris. Oui, Renault en fait mise sur la Clio 6 à Munich, un très gros lancement, il fallait pas faire 2 gros lancements en même temps, ce qui est logique, mais après il y a pas d'autres gros salons quoi en Europe automne hiver. Donc moi je me suis dit les 2 véhicules auraient pu cohabiter ensemble dans un même salon quoi. Surtout que c'est un véhicule qui va frapper fort à moins de 20 000 euros, ça aurait été bien de montrer ça sous le nez des Allemands. Parce que Volkswagen est encore assez loin de la riposte. L'ID1 sera lancé bien plus tard. Le Volkswagen va plutôt miser sur l'ID2. Il me semble que Pierre, c'est un véhicule qui t'intéresse. Celle qui me plaît, mais juste, on est d'accord quand même que la Twingo est attendue avant la fin de l'année. Gros salon ou pas? Espérer, il n'y a pas encore de date officielle, mais ouais, espérer, parce que le souci de la Twingo, c'est que je fais vraiment je m'écarte, je dévie du sujet, mais on a le droit, on est chez nous. De Méo, arrêtez pas de claironner, vous allez voir, on va la faire super vite en 22 mois, sauf que pour moi le concept a été dévoilé en novembre 2023. Pour moi, elle devrait être dévoilée en septembre 2025 et c'est pas le cas, donc j'ai l'impression que la promesse n'est pas vraiment tenue. Alors ça va être à quelques mois près, mais Andy est pas d'air d'accord. Non, vraiment, des constructeurs automobiles qui ont quelques soucis de développement, je ne peux pas y croire. Sachant qu'il y a des développeurs, voilà, c'est ça qui m'agace, mais d'ailleurs. Mais après, c'est mieux que de sortir des voitures pas finies. Ouais, comme les Chinoises de Xpeng. Ou des Stellantis. Et donc oui, moi, excusez-moi, j'aurais parlé de Citroën, moi, personne. Parlez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux apporter ma contribution maintenant? Il a dit tiens le micro comme un vrai podcasteur. S'il vous plaît, me faites pas taper sur la table. Moi, oui, effectivement, c'est la Volkswagen ID2 que j'attends, qui devrait être dévoilée, a été dévoilée, suivant le moment où vous le regardez au salon de Munich. Pourquoi? Ça correspond un petit peu à ce que j'aime. Voilà, voiture plutôt simple, plutôt pragmatique aussi. On parle c'est une voiture de 4 mètres qui se place sous l'ID3. C'est une petite polyvalente. Dernière nouvelle, c'est environ 400 km d'autonomie, moins d'une demi-heure pour la recharge. Moi, j'aime bien. Et puis pardon, je vais le faire dans l'ordre. Pour rebondir un petit peu sur les durées de développement, elle est pas mal elle aussi parce que j'ai fait une petite recherche avant l'enregistrement de ce podcast et l'ID2, on en parle depuis le salon de Munich 2021 où a été dévoilé le premier concept qui préfigurait ce modèle, qui était l'ID Life à l'époque. Et et là en 2025, on nous annonce, j'ai reçu l'invitation, le communiqué de presse, la version de série à Munich, mais la version de série
camouflé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On le verra ou on l'a vu au salon de Munich et vous pouvez. Ça veut dire que tu vas attendre encore 6 mois de plus pour avoir la version définitive. Il est possible pour qu'ils enlèvent les derniers stickers dessus pour qu'on la voit. Voilà. Est-ce qu'on passe du coup maintenant ? On a fait le tour, je crois. Tout le monde a son premier choix. Est-ce que cette ID2 juste à Munich, il y a la Raval aussi, c'est ça, non ? Il y a la Raval, effectivement, qui est annoncée. Mais le concept, encore au stade de concept ou pas ? Non, là c'est pareil, elle sera camouflée encore. Camouflée, okay. Ouais. Et Raval qui est plus format petit SUV, il me semble, hein ? Ou c'est vraiment la même chose que l'ID2, je sais plus. Non, ça sera citadine aussi. Citadine aussi ? Ok, d'accord. C'est la version Skoda qui sera par contre plus SUV sur cette base. D'accord, c'est ça. Plus personne ne parle du coup maintenant. Deuxième tour. Allez, Victor, t'en mourrais d'envie. La deuxième voiture que t'attends. Il a oublié depuis le temps. Non. Alors, mais par contre, il se rappelle du sujet précédent de ce qu'il voulait dire. Non, du coup, je vais laissez-moi travailler. Chut. Donc, la Volkswagen ID2, du coup, elle sort de ma liste. Elle a déjà été abordée. Je vais pas faire de redite. Non. Tout comme la CLA Shooting Brake. Pareil, je rejoins Nico sur le côté c'est cool, mais qui va acheter ça ? Donc voilà, ça, il me reste une seule voiture, mais pareil, elle a été déjà dévoilée et elle arrive en concession plutôt à la rentrée. C'est la Kia EV4 Fastback. Et ça, alors le nouveau design de chez Kia fait débat. Bon, voilà, c'est très subjectif. Et les premiers retours que j'ai pu voir sur Twitter, les gens étaient à ça de faire un AVC en voyant la voiture. Comment vous avez osé sortir ça, machin ? C'est inacceptable, machin. Attendez de l'avoir en vrai. Pour une fois que un constructeur sort autre chose qu'un SUV électrique. Franchement, il faut. Moi, je prends 10 000. Et si elle est aussi bien que la EV3 qui cartonne, pas chez nous, mais chez les Hollandais pour transporter les caravanes, si elle est aussi bien que la EV3 avec encore plus d'espace, avec encore plus de techno, avec encore plus de si elle est encore mieux, bah franchement, je prends. Et je suis très impatient de la découvrir en vrai, peut-être même de l'essayer pour AP, peut-être. Qui sait ? Andy. Non, juste EV4, pour l'avoir vu en vrai il y a quelques mois, c'est une compacte, mais c'est une très grosse compacte. Oui. Il y a un effet peut-être moins exagéré que sur la Ioniq 5, mais c'est quand même assez haut, c'est quand même assez long, c'est quand même assez... On est aux limites du monde de la compacte, mais là, bon, je fais j'enlève les ailes des mouches et je fais du détail. Mais vraiment, on n'est pas loin du SUV quand même. Mais je connais cette expression avec des mouches, mais c'était pas pour enlever les ailes. J'ai voulu l'éviter, l'expression là encore. T'as deux versions. T'as la version. Oui, évidemment. T'as la version compacte, effectivement, qui est compacte. Ah, je vais deux versions de l'expression. Non. Et t'as la version avec une malle, donc la version fastback qu'ils appellent. Oui. Ou alors j'ai confondu les deux. Mais bref, t'as une version berline et une version qui fait 4,70 m et une version compacte à 4,40 m. Et c'est les deux vont être vendus en Europe, c'est sûr ? La berline normalement pas en France. Oui. Hein. Ah ouais, la berline, j'avais entendu pas en France. Je sais pas. Pour la berline, alors. Si, pour moi, elle est prévue chez nous. Hein. J'ai récemment refait la fiche technique sur AP et il n'était pas du tout prévu, enfin, il n'était pas précisé dans les communiqués de presse ou dans les dossiers de presse qu'elle n'arriverait pas en France. Okay, la berline est vendue en France, mais attention, seule la 5 portes est fabriquée en Europe et aura le droit au nouveau bonus, CE, c'est la première Kia électrique à être fabriquée en Europe, en Croatie ou en Slovénie, me semble-t-il. Par contre, Slovaquie. C'est une des deux versions. Et effectivement, une version est fabriquée en Corée et l'autre chez nous. Voilà. Et moi j'ai une petite question, on me dit le V4 c'est vraiment différent de le V3, genre à l'intérieur et tout. Moi j'ai l'impression que c'était un dérivé un peu, mais c'est assez proche de mémoire. Ouais, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a mais je pense que ça va être la même plateforme, même OS. Enfin, je pense qu'il y a pas de grand chose finalement à attendre à part le format, quoi, finalement, non? Oui, je pense qu'on est assez proche. Voilà, je vais le dire. Mais pour le coup, finalement, c'est marrant parce que quand on regarde le marché,
des compacts électriques, il y en a pas 100 000. Ouais. Et bah alors oui, je te vois, l'ID3. Voilà. Mais vous avez dodelinné là, oui. Ouais, voilà, tu dodelinais clairement de la tête en me regardant comme un il y a moins de compacts que de SUV, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à gratter sur le marché de la compacte. On se souvient de l'e-Golf que tout le monde aimait bien autrefois. Finalement, revenir à des compacts, la MG4 avait connu un beau succès pendant l'année où elle était financée par le contribuable. Je pense qu'il y a encore beaucoup à gratter sur ce segment-là. Sur mais moi, c'est pas la compacte que j'ai choisie. Hein. Moi, c'est justement la berline que j'ai choisie. Mais justement, celle qui va se vendre, c'est la compacte, mon petit Victor. Mais Victor, mais t'as un problème. Bachelor Talmo, elle est horrible cette voiture, la berline, mais pas du tout. Au secours. Ah non, là, je suis. Tu me déçois. Tu sais quoi. C'est un peu le même style qu'une Ioniq 28 avec ce côté profil étiré un petit peu. C'est encore pire là. Non, c'est pire. C'est. On dirait une BX. Dites un commentaire. En commentaire, dites que j'ai raison. Il y a des grands porte-à-faux, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je suis d'accord avec toi, Victor. Merci, Pierre. Est-ce que il y en a d'autres? Vous avez d'autres voitures que vous attendez à part ça? Il y a les petites Ioniq et Kia, non? V2 Ioniq 2 là, non? C'est pas présenté bientôt ça? Si, la rentrée aussi. C'est camouflé pour l'instant. Pour l'instant, c'est des spy shots. Hein. Ouais, c'est intéressant ça quand même aussi. Ils savent faire des électriques, les Coréens. On est au stade du concept encore, il me semble. Oui. J'ai vu sur Automobile Propre que c'était encore au stade de développement. On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait une Ioniq 2 ou Ioniq 3 dans l'appellation en version concept. Tout à fait. Je confirme. Bah tiens, je me lance. Allez. Parce que là, on a parlé de bagnole de niche, l'autre avec sa fastback là, Victor. Son horrible fastback. Horrible. Une bagnole qui va se vendre vraiment, qui n'est pas électrique, mais excusez-moi, ça va vraiment se vendre. Clio 6, qui sera révélée à Munich. Alors je sais que sur Automobile Propre on n'aime pas trop parler d'hybride, mais on va quand même en parler parce que ça se vend. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a comme info dessus? Alors ça c'est plutôt vous. Moi de ce que j'en sais. Ça va bien être casse-gueule là encore parce que quand ce podcast sera diffusé, on aura déjà toutes les infos. Non, de ce que j'en sais, enfin sur la version hybride, ça sera le 1800 hybride, le HR18 qu'on a vu là sur le Bigster. Donc c'est l'Evo de l'hybride 140 puis 145 qui était sur l'ancienne Clio. Bon voilà, on connaît un peu la limonade, c'est la même plateforme, c'est MFB, enfin il y a pas énormément de nouveautés. C'est probablement peut-être la dernière Clio, puisque voilà, on va vers une réduction progressive si les choses restent égales par ailleurs, du thermique ou de l'hybride dans nos mix. Donc on va peut-être que le modèle emblématique inventé en 1990, il a tout d'une grande, c'était la petite bagnole polyvalente et confortable, peut-être qu'elle va un peu, voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'éclipser, et moi je trouvais que c'était un concept estimable. Donc j'ai envie de voir jusqu'où ils sont allés, puis s'ils ont un peu simplifié le design, parce que la version restylée par Gilles Vidal, d'ailleurs ce sera une de ses dernières œuvres pour Renault, elle était quand même un peu chargée, donc on va voir ce qu'ils nous ont réservé côté design. Et puis bon, là on se parle du produit, moi j'ai envie de voir le comment, parce que on sait qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre chez Renault avec le départ de Luca De Meo. On sait que Luca De Meo était un fin communicant, un homme de marketing, qui a très bien présenté son aventure à la tête du Losange. Et c'est les débuts de François Provost, qui est sans doute un personnage très très différent. J'ai pas eu l'opportunité de le rencontrer, je l'ai déjà croisé, mais pas de faire des interviews. Et je suis curieux de voir comment lui, il incarne la marque. Comment Renault, à quoi ça va ressembler la prochaine phase de Renault, comment il va s'exprimer, dans quel style, est-ce que ce sera aussi flamboyant, ou est-ce qu'on va vers une normalisation de Renault? On sait que la marque a beaucoup progressé en marketing, en communication ces dernières années. Est-ce qu'on va continuer sur la même voie, ou est-ce qu'on va vers quelque chose de différent? Et je pense que la présentation, et même est-ce qu'il va s'exprimer de lui-même, François Provost, est-ce que voilà, on va vers quelque chose d'un Renault un petit peu différent? Je suis très 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 curieux de voir, parce que ça devrait être voilà son premier lancement stratégique dans les semaines, enfin en tout cas à Munich, et puis dans les semaines suivantes. Donc ça va un peu faire le nouveau tempo de Renault. Très bien.
Quelqu'un, autre chose? Dernier tour? C'est bon, vous avez tout dit? Moi, j'insiste, elle est pas dégueulasse, hein, la EV4. Elle est immonde. Dites-le en commentaire là sur Non, YouTube. voilà. Est-ce que vous trouvez Non, On va faire des qui a sondages. V4? moi, Visiblement, ils t'ont pas payé assez, Kia. Voilà, JC, on a compris. Non, mais en plus, la hatchback, elle est belle. Moi, je l'aime bien, mais la fastback. Ok, bah écoutez, si on a fait le tour, je vous propose de conclure de notre façon habituelle en nous racontant ce que vous avez sur le feu aujourd'hui, dans les jours et semaines à venir. Et on commence par le père Nicolas. Eh ben écoute, déjà sur le feu, faire sa rentrée. J'arrive pas à m'y remettre là. Mais, Survivre à la rentrée. ouais, c'est ça, survivre à la rentrée. On en est où de ce livre, mon cher Nicolas? C'est sûr qu'on veut qu'on en parle. Oh, Ça avance un c'est peu, toi mais qui vois. si ça avance à ce rythme-là, le seul point positif, c'est qu'à ce rythme-là, il sortira pour les 50 ans du Niva. Ah, Tu vois, ce qui était pas prévu au départ. Non, je suis en retard complet. C'est compliqué. Faudrait que j'aille à Très bien, on verra Togliatti, pas en venir, fait. toi. Mais, donc, bref, on me met la pression et je peux pas tout vous expliquer, mais voilà. Pour l'instant, je peux pas aller à Togliatti. Et donc la rentrée, plein de trucs. Il y a, je crois qu'il y a un reveal Cupra, je crois, un truc comme ça. Après, il y a des chances, oui. Ouais. Ils sont dans un salon allemand. Ouais, Par non, mais hasard. ouais, c'est ça. Voilà. Puis j'ai plein d'essais. Il va nous cramer des embargos. J'ai plein d'essais de prévus. Donc, D'accord. Plein. D'ailleurs, mais oui, c'est, je suis en train de réfléchir, je suis en train de m'apercevoir. Mais En fait, je devais être ailleurs aujourd'hui. Mais Je non, devrais mais- être en train d'essayer une Non, voiture. mais je suis en train de m'apercevoir que Quelle heure il est? en fait, je vais à Munich, en fait, t'as raison. J'ai dit que j'y allais pas tout à l'heure. En fait, j'y vais, c'est n'importe quoi. Donc, je te disais, survivre à la rentrée, c'est ça, Oui. tu vois. Je me suis aussi trompé de jour hier pour rendre j'avais emprunté une bagnole, j'avais pas rendu le bon jour. Enfin bref, donc moi ça va très bien, merci, mais faut que je m'en remette un peu dedans. Repose-toi, Nicolas. Ouais, je vais reprendre des vacances, je vais reposer une semaine. Peut-être un petit peu. Victor. Oui, Oui. j'ai plein de choses à la rentrée, énormément, mais j'ai pas le droit d'en parler. J'ai plein de trucs sous C'est embargo. ça. C'est Non, un mais autre j'ai problème vraiment, je vais passer de tout l'enregistrement, mon- c'est qu'on est tous en train de faire des petites choses pour Munich et il y a des rédacteurs en chef qui ont signé des choses avec leur sang et le sort de leur fils aîné dans les mains de constructeurs. Donc on peut pas dire grand chose, mais tu vas peut-être essayer des voitures sympas, non? Après, il y a l'embargo, si En on en rapport parle avec après, l'automobile propre. vu qu'il va sortir après ce podcast. Donc, Ouais, mais je peut. sais pas exactement quand ça va Bah, sortir. pas la version complète. On est en plein on est en train de se faire des nœuds au cerveau. Je vais rien dire. Je vais rien dire parce qu'il y a, Ne dis rien. il y a C'est tout ceci est passionnant. il y a une chose que je peux dire, mais ça n'a rien à voir avec automobile propre, c'est que dans exactement 17 dodo, je récupère une Nissan GT-R Nismo pour un essai en perso. Et Ça, c'est bien, ça. vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte et Automobile propre. voilà, Ouais, ok. exactement. Je vais bien la laver. Parfait. Et surtout, c'est aujourd'hui, le jour où on enregistre le podcast, Nissan, du coup, a officialisé l'arrêt de la GT-R. Donc voilà, RIP, petit ange parti trop tôt. On est resté longtemps quand même. 18 ans de carrière, 48 000 unités vendues. Et moi, je vais faire une sorte d'essai d'adieu de cette voiture extraordinaire. Mais ça sera Que pas... vous retrouverez absolument pas sur Automobile propre. Jamais dire jamais. Je suis Jamais curieux dire- de connaître le prétexte quand même. Ouais, là va falloir le vendre le sujet. Hein. Jamais dire jamais. Je vais quand même embarquer mes GoPro. Je vais Oh là là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je sais pas, chef. On verra. Donc voilà, ça c'est
c'est la grosse sortie du mois de septembre que je peux dévoiler. Tout le reste, il va falloir vous abonner à la chaîne YouTube, suivre le site régulièrement pour découvrir tout le reste. Le plus simple, c'est d'aller voir tous les jours sur Automobile Propre ce qui se passe. Et rafraîchir la page. Et rafraîchir, ouais. Florent, je suis sûr que tu vas me dire exactement la même chose. Dans les jours qui viennent, tu vas voir des choses dont tu peux pas parler encore. Oh, moi, j'ai bien envie de dire que je fais une vidéo sur la Clio 6, quoi. C'est pas, c'est pas un gros secret qu'on brise. On sait qu'elle y sera. Donc, j'ai l'immense honneur et chance de faire la présentation de la Clio 6 qui est quand même. En avant-première. Voilà, en avant-première même si, j'ai écrit un petit papier là-dessus d'ailleurs dans l'été où on sent que Renault n'a pas vraiment communiqué dessus, alors que c'est vraiment, je sais pas, Renault qui lance une Clio, c'est comme le changement de la Golf ou le changement de la 911, c'est un truc énorme. Mais en fait, la R5 a tellement écrasé tout en communication chez eux et continue d'écraser tout que la Clio, ils en parlent pas tant que ça, mais ça reste un événement, d'autant qu'elle va continuer à bien plus se vendre que la R5. Donc, je suis super content d'aller la voir. Très bien. JC, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, l'avantage avec moi, c'est qu'il n'y a pas de problème au niveau de Munich, tout ça, des trucs à dire, vu que je n'y vais pas. Donc simplement, il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. On a sorti un road trip en Audi A6 où je fais mon record de l'Arc à Champparis avec. C'est absolument monstrueux cette voiture dans sa version performance. Et je sais même pas ce qui a été publié depuis 2 semaines, 3 semaines, parce que c'est pas encore, je suis un peu en vacances dans ma tête. Donc il y a plein de choses super bien qui ont été publiées. Franchement, venez à la chaîne EV, c'est trop bien. La chaîne EV, vous allez sur Automobile Propre, et puis une fois que vous terminez, vous allez sur la chaîne EV. Ouais, après. Quand vous avez tout lu sur Automobile Propre. Ouais, exactement. Écoute, Andy. Oui, pareil que les autres, je peux pas tout dire. Non, je vais faire pas mal l'ascenseur. Ouais, voilà, il y a des soucis bien, comment dire, ou des soucis ou des joies qui s'entendent. Je vais faire pas mal d'aller-retour Munich là de suite pour parler des Volkswagen. Vous verrez ça sur Automobile Propre, enfin des nouveautés Volkswagen dont je dévoilerai pas le détail. Et puis je serai au salon. Et ça me permettra de... Andy sera au salon pour nous faire un petit sur place. J'ai réservé mon train. L'envoyer. Voilà. Et puis pour nous faire des petites images là-bas, les petites surprises éventuellement les couvrir et puis aller voir un petit peu des gens. Prendre la température, voilà. J'ai envie de dire. Voir des gens, discuter, essayer de voir ce qui se dit, parce que c'est quand même un des trucs qu'il faut retenir, c'est que quand on parle à des gens et on apprend des trucs. Et j'aime bien aller sur les salons pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères qui aiment pas aller sur les salons. Moi, j'aime bien aller sur les salons. C'est là qu'on a les oreilles qui traînent. J'aime bien parler aux gens, hein. Ouais, j'aime bien parler. Florent, tu voulais compléter? Juste compléter, faire un petit aparté parce qu'on parle tous de Munich. Mais il n'y a pas que Munich. Il n'y a pas que Munich, il y a Lyon et je veux vraiment défendre ce salon et en parler aux auditeurs parce que le prochain podcast, quand on va le faire, Lyon sera passé parce que Lyon c'est fin septembre, il me semble que c'est du 23 au 28 septembre et je vous invite vraiment à y aller parce que c'est un salon vraiment sympa. Est-ce que contrairement tu y seras, toi? On va y aller pour appeler, on va faire des vidéos, donc ça sera cool, mais surtout c'est vraiment un salon sympa, il y a toutes les marques et justement une bonne partie des nouveautés qu'il y a à Munich, on les verra à Lyon parce que les constructeurs maintenant ont compris l'importance du salon de Lyon parce que c'est un salon super important car il se vend beaucoup de voitures pendant ces 5 jours de salon. Donc il faut être présent et il faut amener de la nouveauté, montrer le produit. Donc il y aura des nouveautés, il y aura plein de voitures à essayer aussi. Donc moi je vous invite vraiment à aller voir ce salon. C'est un salon qui mise pas vraiment sur les décors clinquants, donc si vous le connaissez pas, vous risquez Lyon, d'être, vous risquez d'être un peu surpris en le découvrant. Super beau Lyon. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous cherchez Lyon, c'est dans la banlieue de Saint-Étienne, juste à la sortie. Ouais, oui, c'est le Stéphanois. J'avais oublié ce détail de ta biographie. Vous prenez le foot et c'est une ligue au-dessus, quoi, de Saint-Étienne. Ça a failli ne pas être le cas, là. Très bien, j'en sais rien, je suis pas le foot. On a fait le tour.
Je Et crois. toi, t'as quelque chose à dire, toi, Pierre? Écoute, j'ai peur de m'engager parce que j'ai commencé, je voulais faire un petit article qui retrace justement raconte un petit peu ma vie de vacancier en Seatmi, mais il faut juste que je trouve le temps. Une petite tranche de vie, des petits détails de ma petite traversée de la France en Seatmi. Faut que je le fasse et puis ce sera déjà pas mal. Et puis après réceptionner tous vos articles que vous n'avez pas manqué d'écrire sur relire, sur le salon de Munich. Oui, il y a Florent aussi qui s'en chargera et c'est déjà beaucoup. Moi, j'envoie les gens, je fais peu maintenant. Ça, c'est sûr. Si c'est ça que tu voulais faire remarquer, Florent, c'est réussi. J'ai rien dit, moi. J'y sais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je voudrais juste ajouter qu'il y a une équipe là qui part pour essayer de battre notre record de la traversée de l'Europe du sud du Portugal jusqu'au Cap Nord. Voilà. Si vous pouvez les suivre sur Insta, c'est EV Fast Trip. Voilà. Donc, sachant que ce podcast sera diffusé dans un mois, soit ils auront battu le record. C'est relou, putain. J'y avais pas pensé. Bravo à eux, peut-être. Alors. Ils sont en quelle voiture, juste pour... Xpeng G6. Où ils étaient, dans quelle voiture? Ouais, Xpeng G6. D'accord. Voilà, ça recharge vite, ça consomme un peu, à voir. Ok, très bien. Donc, peut-être un record à battre ou battu. Voilà. Rebattre après. Rebattre. Nous, c'est ce qu'on espère. Nous, on espère qu'il soit battu pour essayer de le rebattre. Ça serait très drôle. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense. On a encore fait super long. Hein. Je regarde le temps qui passe, c'est énorme. Écoutez, merci à tous d'avoir été là. J'espère de votre côté que vous avez pris du plaisir une fois de plus. Nous regarder ou nous écouter déblatérer. N'hésitez pas à commenter, à donner vous-même votre avis sur la voiture que vous attendez, ce que vous pensez du leasing social, ou encore de la Kia V4 Fastback est dégueulasse. Voilà, arrêtez avec ça, elle est bien. Ou est-ce que l'autonomie est importante dans une voiture électrique? Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas, mettez des likes, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez des étoiles. Je crois que j'ai fait le tour de la retape complète. Faire la retape complète. On se dit au revoir. Oui, il est temps. Ciao. Au revoir. Vraiment. Salut. 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 Salut.